Bon, mais bienvenue à cette conférence intitulée De l'édredon aux étoiles, ou plus particulièrement, on pourrait dire de l'endormi à l'éveillé. Et on va aborder différents points aujourd'hui. Alors, tout ce que je vais vous dire ne reflète que ma vérité. Bien sûr, je le précise parce que c'est important, parce que vous serez peut-être d'accord avec certaines parties, pas avec d'autres. C'est normal. Donc, voilà, je le précise. Ne vous énervez pas si je dis quelque chose qui ne rentre pas dans vos manière de voir. Alors, de quoi on va parler? On va parler en première partie, je vais vous présenter un peu ma vision, comment je vois les différents corps de l'être humain, ma vision de qui nous sommes. Et ensuite, on va aller voir différents états de conscience à partir de l'endormi à l'éveillé ou réalisé, en fait, qu'est-ce que c'est que l'hypersensibilité, la lucidité, on va aller voir tout ça, on va bien essayer de bien le définir, les avantages aussi les inconvénients. Et ensuite, on verra avec vos questions. Je pense qu'il y en aura beaucoup parce que c'est un sujet vraiment passionnant. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christophe Itier et je suis passionné depuis une quarantaine d'années de tout ce qui est lié à la connaissance de soi, aux questions existentielles. Et donc, j'ai touché à beaucoup de domaines. En 40 ans, j'ai eu le temps. Et je me suis installé en tant que thérapeute holistique depuis une vingtaine d'années. Je donne des conférences, j'écris des livres sur le sujet. Euh, alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me passionne vraiment. Et donc, je suis très heureux. Je n'ai pas toujours l'occasion de le faire. En général, je parle des couples, des énagrammes. Là, je vais pouvoir parler d'autres choses. Merci à vous. Alors, je vais faire un petit partage pour vous montrer mon premier dessin qui va être important. Hop, c'est celui-là. Alors, nous avons différents corps. Nous avons un corps physique, un corps éthérique, c'est ce qu'on appelle le corps de vie. C'est ce qui nous entoure, qui est à quelques millimètres autour de nous, au cours de notre corps physique. Le corps astral, qui est l'endroit où nous allons, le plan où nous allons quand nous rêvons, quand nous imaginons, quand nous sortons de nos corps. C'est un endroit où tout est possible. C'est le corps, c'est un endroit, c'est un plan, on appelle ça le plan mental inférieur, où on peut vraiment faire tout ce qu'on veut, créer tout ce qu'on veut. Il y a différents plans, il y en a beaucoup, des plans infernaux jusqu'à des plans un peu plus lumineux. C'est là aussi où vont les décédés. Voilà, c'est ce plan astral qu'on appelle aussi le corps astral. Ensuite, nous avons un corps mental qui est au-dessus et qui est à un niveau un peu plus élevé. Et chez nous, ce corps mental, à peu près, le premier niveau, il commence à 5 mètres, la première enveloppe, et après, il va très très loin. On en parlera quand je vous en parlerai des sens, notre manière de percevoir les choses grâce au corps mental. Et on va dire que le corps mental, astral, éthérique et corps physique sont nos corps d'expérience. Voilà, c'est avec ça qu'on vient expérimenter l'univers, la source, la réalité. C'est notre corps expérimentaux. On peut faire beaucoup de choses avec, mais ce n'est pas vraiment nous au sens d'essence. Au sens d'essence, on est quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus intime, beaucoup plus en même temps vaste, qu'on va appeler le corps bouddhique et le corps causal. Alors le corps causal, on va appeler ça la mère ou la source originelle, donc le grand esprit. Donc ça veut dire que en fait, il n'y a qu'un seul esprit, un seul, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, il y a un seul esprit qui va s'investir dans des énergies, dans des forces, dans des formes et qui va se diviser pour devenir plein de petits esprits qu'on va appeler des âmes. Et ces âmes, en fait, vont être la partie intermédiaire entre ce corps causal, qui est cette grande mère, on va dire, c'est la source de toute chose avec un seul esprit, et les corps expérimentaux qui vont nous servir à expérimenter différents états. Donc, le corps bouddhique, c'est le corps de l'âme, en gros. Pour moi, après, il y a d'autres qui vont y donner d'autres noms, c'est le corps de l'âme, qui est une forme d'enregistreur de mémoire
qui fait que chaque fois que l'esprit va quelque part, au lieu de revenir au grand esprit, il s'arrête dans cette mémoire et hop, elle est emprisonnée dedans. Et de mémoire à mémoire, ça va donner une individualité, un sentiment d'être quelque chose en même temps de différent et en même temps de connecté à ce grand esprit. Voilà, c'est vraiment le corps vraiment intermédiaire qui permet cette conscience individuelle qu'on peut avoir aujourd'hui, que les animaux n'ont pas, que les végétaux n'ont pas ou que les minéraux n'ont pas. Les animaux en ont, mais d'une manière très faible. Nous, on a une conscience individuelle et c'est cette âme qui nous permet d'avoir cette conscience individuelle. Donc, on en a besoin. Sans elle, on disparaîtrait à chaque fois qu'on mourrait, on disparaîtrait dans ce grand corps, dans ce grand esprit. Bon, ce ne serait pas grave quelque part, mais il n'y aurait pas de continuité. Donc, on a besoin d'une âme. Alors, je passe à la seconde. Dans ce dessin, vous pouvez voir, en fait, donc imaginez le grand cercle comme étant la mer ou le champ de conscience unitaire, comme on dit en physique quantique, ou l'éther, comme on dit en ésotérisme, ou la source. Voilà. On peut appeler de plein de manières différentes, c'est la même chose. Et à l'intérieur, vous voyez, j'ai dessiné 3 humains. Alors, 3 humains, ça veut dire que vous avez un corps bouddhique, qui est notre âme, qui est en bleu, ici, qui va baisser ses vibrations et créer un corps mental, qu'on voit ici, un bleu clair ou un vert, qui va créer son niveau vibratoire, qui va créer un corps d'énergie, un corps éthérique, un corps astral, excusez-moi, un corps de désir, qui va baisser ses vibrations et qui va créer un corps éthérique, et encore plus ses vibrations, qui va créer un corps physique. Donc nous, on est le véhicule le plus lourd, le plus dense qui soit. Ce qui nous permet en fait d'expérimenter cette réalité d'une manière lente. Il ne faut pas dire le contraire, c'est très très lent en fait. Tout se fait lentement avec beaucoup d'efforts, parce qu'on est dans quelque chose de lourd. Je vous dis, dès qu'on sort du corps physique, comme par exemple au moment de notre mort, voilà, c'était nous ici, maintenant on meurt, le corps physique reste sur Terre, hop, on s'en va, et on va sur le plan astral. Et là, on aura toujours encore un corps de désir, un corps causal, mais on va expérimenter le plan astral. On va dire que c'est un plan intermédiaire, beaucoup plus subtil. Ce qui fait que là-bas, vous avez des couleurs qui sont plus fortes, tout est plus fort en fait, tout est plus puissant, tout est plus vivant parce qu'il y a beaucoup plus de lumière. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi on est aussi différents les uns des autres? Au niveau de l'âme, on va dire, ou du corps bouddhique, en fait, on n'est pas très différents. Il y a quelques petites variations du style l'air de la cuisine n'est pas le même que l'air de la salle de bain. Hein, ça s'arrête là. Hein, c'est pas tout à fait le même, mais c'est de l'air. Mais il y a une odeur. Et ensuite, vous allez avoir ce corps mental qui, lui, se remplit. Alors, de votre naissance, ou bien avant, si vous pensez qu'il y a d'autres vies ou d'autres vies parallèles, ce qui est pour moi une évidence, mais ce n'est pas une obligation, on peut partir de notre vie actuelle. Ce corps mental va se remplir de toutes les croyances, de tout ce que vous avez pu expérimenter dans votre vie. On vous avait dit que vous appelez, pour moi c'est Christophe, que je faisais 1m80, ainsi de suite. Donc toutes les informations vont rentrer dans ce corps mental et ça va être vous, votre corps mental à vous. Alors ceux qui croient aux vies passées, ce corps en fait il vous suit quelque part et comme il est connecté à la mémoire de l'âme, en fait vous pouvez avoir des capacités mentales supérieures à d'autres parce que vous avez beaucoup expérimenté et ça vous a développé ce plan mental. Donc vous arrivez avec un mental un peu plus costaud. Puis ensuite, vous allez remplir d'informations ce corps de désir, donc tout ce que vous désirez, tout ce que vous voulez réaliser dans votre vie, tous les petits besoins et plaisirs qui arrivent par milliers constamment tout au long de la journée. C'est un désir après un autre, désir de boire, de se lever, désir de descendre l'escalier, désir d'aller voir un film. Et ce corps de désir, en fait, vous avez le mental, le corps de mental, qui est votre GPS, qui, par rapport à un désir, va y répondre. Voilà, j'ai le désir d'aller au cinéma, et lui, il vous dit, bah, tourne à droite, tourne à gauche, tu vas y arriver. Il a enregistré dans la mémoire tout ça. Ok, mais le désir prédomine toujours les pensées. Si vous n'avez pas de désir, vous n'avez pas de pensée. C'est très simple. D'accord? Si vous n'avez pas de besoin, vous n'avez pas de désir, il n'y a pas de pensée. Donc ceux qui se prennent beaucoup la tête par rapport, qui disent, moi, je ne sais pas arrêter ma tête, en fait, j'ai trop de pensées. En fait, c'est parce qu'en fait, ils ont trop de désir. D'accord? C'est pour ça. Mais ils ne s'en rendent pas compte. Ensuite, vous avez ce corps d'énergie. Ce corps d'énergie, il va arriver selon... il est lié à plusieurs choses, mais notamment à votre
votre père et votre mère, c'est-à-dire tous vos ancêtres. Et selon l'énergie de ces ancêtres-là, l'énergie un peu tellurique, il y en a qui vont en avoir plus que d'autres. Donc on n'est pas du tout égaux par rapport à l'énergie quand on est. Voilà. Et puis il y a une histoire aussi de courant qui passe à travers vous. Est-ce que c'est fluide ou c'est pas fluide? Ça dépend de votre niveau de conscience. Tous les enfants n'arrivent pas au même niveau de conscience. Voilà. Et on finit avec le corps physique et qui, lui, en fait, aussi est fait avec toute l'ADN de vos parents. Donc, automatiquement, vous avez beaucoup d'informations liées à ça. Donc, quand vous voyez toutes ces informations, le mélange que ça fait, qui fait que tout ça, c'est vous, c'est sûr qu'un humain ne peut pas ressembler à notre être humain. Il y a trop de paramètres qui entrent en jeu. On est vraiment absolument unique. Et si on se rendait compte, en fait, on serait en état d'extase immédiat. Parce que savoir qu'on est unique dans tout l'univers, on peut avoir les chevilles qui enflent. Mais en fait, non, on ne s'en rend même pas compte, en fait. Mais on est unique, comme chaque chose est unique, hein. Donc, on peut s'aimer, quelque part, parce que ben, on le mérite. Même si on n'a pas beaucoup de qualités, ben, en fait, on est quand même unique. Voilà. Ça a de la valeur. Donc, quand vous avez deux personnes qui se rencontrent et qui essayent de rentrer en contact, ben, c'est toutes ces informations-là qui vont rentrer en contact. Donc, si vous n'avez pas les mêmes croyances, la même vision mentale, ou les mêmes désirs, ou les mêmes sensations, ainsi de suite, bah, vous allez mal vous entendre. Et c'est tout à fait normal. D'accord? Donc, vous n'allez vous entendre qu'avec des personnes qui ont les mêmes types d'informations à l'intérieur d'eux. Vous voyez? Donc, ça, c'est tout à fait normal. Donc, des gens qui veulent être aimés de tout le monde et qui veulent aimer tout le monde, c'est pas possible. Il y a des personnes qui sont vraiment trop éloignées de nous. Avant de continuer, donc, je peux faire une petite pause par rapport aux questions. Si vous avez des questions, allez-y, par rapport à ce que je viens de dire. Christophe, le corps émotionnel, tu le situes où du coup? C'est le corps astral. Astral, ok. Les émotions sont des mouvements d'énergie, mais qui sont liés aux croyances qu'on peut avoir, en fait. La réalité nous montre quelque chose, et nous, on a une croyance intérieure qui nous dit, s'il nous dit bah, la même chose, eh bien, on est plutôt dans les émotions positives. Si elle nous dit une chose contraire, on est dans une émotion négative. Ok? Donc, la réalité vous montre quelque chose, c'est-à-dire, par exemple, mon père me tape souvent, par exemple. Je suis un enfant, mon père me tape souvent. Et moi, dans ma tête, un papa ne peut pas taper, sinon il ne m'aime pas. Donc, il va y avoir opposition et je vais être toujours malheureux par rapport à ça. Ok. Alors que la réalité me montre que, en fait, voilà, il y a un fait. Si on accepte le fait, eh ben, on va s'adapter, on n'aura plus l'émotion par rapport à ça. On va agir, en fait. Hein. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Allez, je continue. Alors, on va aller voir ce qu'est un endormi. Donc, un endormi, on peut l'appeler un inconscient aussi. Donc, c'est une personne les personnes répondant à ces multiples conditionnements, croyances, sans les remettre en question. Voilà, ça définit bien en fait ce qu'est une personne endormie. C'est un état d'inconscience à tous nos mouvements intérieurs. C'est-à-dire que l'inconscient ou l'endormi ne sait pas ce qu'il ressent, ce qu'il pense. Il est guidé par les autres, par des forces qui le gouvernent. En fait, donc il ne se connaît pas. L'endormi ne se connaît pas. Et c'est à peu près, on va dire, allez, 80% de la population. Un réveillé par rapport à un endormi, il est semi-conscient. C'est déjà pas mal, c'est niveau au-dessus. Donc, c'est la personne qui commence à se remettre en question, notamment ses croyances, ses conditionnements. Il remet en question les pouvoirs extérieurs. Il se dit, tiens, peut-être que ces pouvoirs extérieurs, bah, ils ne sont pas si sympas que ça. Donc, il ouvre un petit peu les yeux. En général, les endormis sont endormis pour une bonne raison, c'est parce qu'ils ne veulent pas voir le mal. Ça leur fait trop peur de voir le côté, on va dire, sombre de la réalité. Ils ne veulent pas le voir, donc ils dorment. Voilà. Donc, ce n'est pas une position très confortable d'être réveillé. Hein. Il faut un certain temps pour l'accepter. Et souvent, les réveillés se disent, bah, si j'avais su, je serais resté endormi. Donc, voilà, c'est pas cool, mais c'est déjà mieux. Voilà, c'est déjà mieux. Parce que quand on est endormi, le problème, c'est que on subit quand même beaucoup de choses, hein, sans s'en rendre compte. On subit des pressions incroyables. Et on est tout le temps soit dans la domination, soit dans la soumission.
Donc, c'est une tension constante, en fait. On est toujours stressé, sans se rendre compte, hein. Parce que quand l'environnement nous sourit, en fait, bon, ben, un endormi, il va bien, il est heureux. Enfin, tout va bien, puisque sa vision des choses correspond à sa réalité, donc tout va bien. Mais quand l'extérieur se dégrade, quand ses visions, quand ses croyances sont cassées en morceaux, c'est dur pour lui. Voilà. Donc, il y en a qui ferment les yeux encore plus et d'autres qui se réveillent. Voilà, c'est à travers la souffrance qu'un endormi se réveille. Imaginez qu'on vous donne des... Mais dans le lit endormi, on vous donne des coups de pelochon, en fait. D'accord? C'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas d'autre solution. Donc la souffrance, actuellement, vous pouvez la voir un peu partout. Et ça fait beaucoup de réveillés. C'est comme ça. Ensuite, on a ce qu'on appelle un éveillé. Alors, on pourrait dire plutôt des états d'éveil. Parce qu'être éveillé, on ne l'est pas constamment. Mais on a des états d'éveil. C'est-à-dire qu'on est conscient. Et être conscient, eh bien, je me suis rendu compte que peu de monde savent ce que c'est qu'être conscient. C'est, les personnes pensent être conscients alors qu'ils ne le sont pas. Donc, j'essaie de définir ce que c'est être conscient. C'est déjà une personne ayant eu une ou plusieurs expériences lui révélant sa nature divine ou unitaire. C'est-à-dire qu'il est arrivé à un moment donné une expérience où il s'est senti être le tout. Voilà. Si vous avez eu cette expérience, en général, vous ne l'oubliez jamais. Et certains en ont eu plusieurs, et on peut s'installer dedans jusqu'à ce que ça s'installe vraiment de plus en plus. D'accord? On peut appeler ça un état de grâce, un état de vibratoire, mais dans cet état vibratoire, on est conscient. Donc, personne capable de prendre du recul envers les différentes expressions de son être. Maîtrise ces différents corps à des différents degrés. Alors, je vous lis tout et après je reviendrai dessus, hein. Être éveillé ou lucide est un état où les émotions, sentiments, pensées, sensations qui nous traversent et qui sont stimulées par notre environnement ou nos conditionnements n'ont plus de prise sur nous. Ce ne sont plus eux ou elles qui commandent, même s'ils continuent à apparaître à nous. Même si on voit les pensées nous traverser, même si on voit des émotions nous traverser, ça apparaît à nous, mais c'est plus ces choses-là qui commandent, c'est plus nos différents corps qui commandent. État où l'on est autant conscient de ce qui se passe autour de nous qu'à nous. Réalisation, prise de conscience que l'extérieur n'est que la projection de notre monde intérieur. Voilà. Donc, on va y revenir. Donc, personne n'ayant une ou plusieurs expériences du révélant sa nature divine ou unitaire, j'espère que vous avez eu cette expérience-là. J'espère. Sinon, ben, demandez-la. Voilà, il faut la demander, il faut la désirer à l'intérieur de soi, et à un moment donné, elle arrive. On peut l'avoir suite à des cassures profondes à l'intérieur de nous, on va dire à des blessures profondes, des deuils, des choses comme ça, où on est vraiment au fond du trou, et à un moment donné, on, on monte dans la lumière, en fait. Voilà, ça arrive. Moi, ça m'arrive plusieurs fois. Donc, ça peut arriver soit qu'on est dans l'ombre, soit à un moment donné, on a une grâce, quelque chose qui fait qu'on se sent vraiment bien et tout notre corps se met à vibrer et c'est inexplicable. Voilà, on se sent le tout. On ne peut pas dire autre chose, on ne peut pas se nommer, on ne peut pas s'identifier à quoi que ce soit. Voilà. Ces personnes, en général, quand elles ont eu cette expérience-là, elles sont capables de prendre du recul envers différentes expressions de leur être, c'est-à-dire des différents corps. C'est-à-dire elles ont un recul. Elles ne croient plus à, à toutes les pensées qui les traversent. Elles ne croient plus à toutes les émotions qui les traversent. Même leur corps, elles ont du mal des fois à y croire. Elles savent qu'elles sont autre chose. Donc, si vous voulez, s'il arrive quelque chose au corps, c'est pas si grave que ça. On fait en sorte de l'entretenir, ce corps, de le bichonner, parce que c'est un véhicule comme une voiture dont on le bichonne. Mais s'il meurt, s'il arrive un truc, c'est pas grave. Voilà. Déjà, cette vision a changé. Pareil pour les émotions, pareil pour les pensées. On n'est pas attaché. Donc, vous voyez, c'est pas si simple que ça. Maîtrise ces différents corps à des degrés divers. C'est aussi la maîtrise que vous verrez un petit peu plus tard parce qu'il y a trois sortes d'éveil.
c'est la maîtrise de ses pensées déjà, c'est-à-dire choisir les pensées qui nous viennent dans la tête. Parce que les pensées nous viennent surtout de l'extérieur. On ne se rend pas trop compte, mais majoritairement. Donc, les choisir. Celles qui arrivent et qui vous disent des choses pas très agréables, et hop, vous les rejetez et vous choisissez celles qui vous disent des choses agréables, par exemple. Donc là, on maîtrise. C'est-à-dire qu'on est conscient à chaque instant de ce qui rentre et ce qui sort. Il faut s'entraîner, hein, c'est que l'entraînement. Pareil pour les émotions, on peut les choisir aussi. Il suffit de se concentrer dessus et on peut aller dans une émotion particulière juste en allant la connecter, puisqu'elles sont toutes à travers, elles nous traversent, mais elles sont toutes à nous depuis tellement longtemps qu'on y a accès, on va dire, à ces énergies-là, qu'en fait, on suffit de s'y concentrer dessus. Et vous l'avez tous fait, vous pensez à un souvenir heureux et à un moment donné, vous revivez l'émotion de ce souvenir-là. Donc, c'est pas, vous savez le faire. Pour le corps physique, c'est autre chose. Être éveillé ou lucide, on appelle ça lucide. C'est un état où les émotions, sentiments, pensées, sensations qui nous traversent. Hein. En général, on dit c'est mon émotion, c'est mes pensées, c'est mes sensations. Non, non, ça nous traverse. C'est pas la même chose. Qui sont stimulés par notre environnement, hein, en général, ou nos croyances ou nos conditionnements n'ont plus de prise sur nous. Voilà, ce sont plus eux qui nous commandent, même s'ils continuent à apparaître à nous. Bien sûr, vous n'avez pas arrêté les pensées qui vous traversent, elles vous traversent, mais vous laissez passer, vous les arrêtez. C'est vous qui voyez. C'est le soi qui est aux commandes. Alors le soi, c'est ce qu'on appelle, on va l'appeler l'âme, hein, puisque en fait, ça va bien ensemble. C'est le témoin aussi. On peut appeler ça le témoin, la conscience intérieure de vous qui perçoit tout ça, qui perçoit tout. Donc, état où l'on est autant conscient de ce qui se passe autour de nous qu'en nous. En général, les gens ne perçoivent que ce qui est autour d'eux. Ils sont très conscients de ce qui se passe autour d'eux, mais pas du tout ce qui se passe à l'intérieur. Et à un moment donné, plus on est conscient de nos pensées, plus on se rend compte que ce qu'on vit dans notre futur est la conséquence de nos pensées et de nos désirs, qui peut paraître logique dit comme ça, mais ce n'est que la conséquence. Donc, en fait, c'est nous qui créons constamment notre futur. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas conscient parce que, ben voilà, on ne voit pas ce qu'on lance comme énergie vers l'extérieur. Alors, je finis sur l'éveil. Après, je vous redonnerai la parole. Donc, il y a trois éveils. Le premier, c'est un éveil mental. Je ne suis pas ces pensées qui me traversent. Je ne m'identifie plus à mes croyances. Bon, celui-là, c'est le premier éveil que les gens qui sont dits éveillés aujourd'hui connaissent. Voilà, majoritairement, il n'est pas si compliqué que ça à atteindre. Même si on n'y est pas tout le temps, c'est pas si compliqué que ça et beaucoup de gens commencent à aller vers cet état d'éveil mental. L'éveil émotionnel, plus compliqué. D'accord? Je ne suis pas ces émotions qui me traversent, je ne m'identifie pas à mes sentiments. Ça, c'est beaucoup plus dur. Donc, tant que vous avez des blessures, tant que vous avez des choses que vous n'acceptez pas chez vous ou chez l'autre, en fait, l'émotionnel va être fort. Voilà. Donc, tant que vous n'aimez pas inconditionnellement, l'émotionnel sera là. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il est plus difficile à atteindre. Il faut aller vers un amour inconditionnel, pratiquement. L'éveil corporel, je ne suis pas ce corps, je ne m'identifie pas aux sensations, aux perceptions de mes sens, à mes besoins primaires. Et par exemple, peut-être que vous en connaissez, aujourd'hui, il y a des personnes qui sont connues pour ne plus boire et manger sur Terre. Ils ont été, il y avait 4 ans, il y avait à peu près 7000. Il y a eu des films faits sur eux, Vivre de lumière, qui ont montré que c'était possible, hein, fait par des scientifiques qui ont montré qu'ils ne comprenaient pas, mais c'est possible. Et moi, personnellement, j'ai un ami qui a fait ça pendant 4 mois, et oui. Alors, lui, il buvait, mais il ne mangeait pas. Alors, quand on dit ne pas manger, il se nourrissait, mais de lumière, hein, de prana, ce qu'on appelle le prana, qui est dans l'air, en fait, le feu qui est dans l'air. Mais en fait, visuellement, on ne voit personne manger. Donc, c'est possible de maîtriser son corps et d'avoir un état d'enlever même ces conditionnements-là, qui sont très anciens. Hein. Donc, on a l'habitude de croire que pour vivre, il faut manger et boire. Ben non. Donc, en fait, on a beaucoup de conditionnements comme ça, corporels, qui sont vraiment très durs à enlever. Ça prend du temps.
Alors, je vous redonne la parole. C'est parti. Moi, c'est pas une question, mais ce qui m'est venu en parlant du dernier, c'est peut-être un outil qui peut être pas mal, c'est faire des jeûnes. Voilà, ben, faire des jeûnes, c'est un entraînement. Alors, moi, je vous conseille de ne pas faire de jeûne, mais de faire du prana. C'est la même chose, enfin, extérieurement, c'est la même chose. Vous pouvez faire au lieu de faire un jeûne de 5 jours, vous faites du prana de 5 jours. La différence, c'est que quand on est un jeûne, on a décidé de ne plus manger, alors que quand vous décidez de faire du prana, vous décidez de continuer à manger, mais de l'énergie. Ça paraît subtil, mais c'est pour votre corps, pour vous, c'est pas du tout la même chose. D'accord? Donc le jeûne, c'est très bien, mais voilà, modifiez juste ce truc dans votre tête pour que vous continuez à manger, vous donnez information à votre corps que vous mangez, mais de l'énergie que vous avalez par la respiration, hein, et par c'est beaucoup d'oxygénation quand même, on peut dire ça. Donc il faut être dans un endroit qui est plutôt dans la forêt, ça serait plus sympa que dans un endroit pollué, à faire un jeûne ou à faire du pranique. Mais voilà, c'est un début de maîtrise, tout à fait. Compléter, je dirais que l'attrait du jeûne, c'est peut-être se confronter et dépasser la peur du manque, la peur de plus d'aliments, la peur du manque qui peut arriver en temps de guerre, par exemple, tu vois, je sais pas, tu vois, en temps de pénurie, voilà, ça permet d'éliminer cette peur. Ouais, je suis d'accord avec toi, tout à fait. Mais de toute façon, avec le prana, c'est pareil, hein, c'est pareil, tu vas quand même avoir la peur parce que tu le sens pas. Enfin, le prana, ça se sent pas quand tu le respires. Tu vois, enfin, donc, la peur est quand même là. Tu vois, mais dans l'esprit, c'est un peu différent. Un jeûne, ça se prépare, c'est-à-dire qu'il faut descendre une semaine avant, de manger de moins en moins. Et ensuite, il faut vider ses intestins. En fait, il faut le vider. Et c'est le fait de vider en faisant des purges qui fait que vous n'allez plus avoir faim, en fait. Parce que la faim se déclenche parce qu'il reste encore des déchets dans vos intestins. C'est pour ça que vous avez faim. S'il n'y a plus de déchets, vous n'avez plus faim. Voilà. Si je peux me permettre, Oui. c'est vrai qu'au troisième jour, on n'a plus faim, mais on a toujours envie de manger. Et justement, je voulais rebondir là-dessus sur tout à l'heure quand tu disais que si on avait une pensée qui nous gênait, il fallait la rejeter. Je pense que c'est exactement le contraire, hein. C'est comme quand on a une émotion, il faut l'accueillir, il faut accueillir la pensée, il faut accueillir l'émotion. Plus on va la rejeter, plus elle va revenir quand on s'y attend pas et encore plus forte. Alors, tout à fait, Isa, merci d'avoir précisé. En fait, le mot était mal employé. Je ne voulais pas dire rejeter. Je voulais dire juste vous l'accueillez, vous la laissez passer, mais vous y attachez pas, en fait. Vous ne donnez pas d'énergie. Voilà, c'est parce que elle ne vous correspond plus. En fait, il y a des pensées souvent qui ne vous appartiennent pas, en fait, hein, en plus, hein. Si vous êtes, par exemple, un petit peu très avec beaucoup d'air, vous avez beaucoup d'air dans vos planètes, le signe d'air, en fait, vous allez capter beaucoup les pensées de l'extérieur, énormément plus que les autres. Et donc, ces pensées, bah, vous ne regardent pas, en fait. Ce n'est pas les vôtres. Donc, vous pouvez les voir passer, mais vous les triez, en fait. Vous les triez. Ceux qui vous conviennent bien, ben, vous les gardez, les autres, vous les mettez à la corbeille. Voilà. Et ce n'est pas les rejeter quand elles arrivent, c'est enfin, les jeter quand, une fois qu'elles sont passées, qui ne vous correspondent pas. Hein, c'est en ce sens. D'autres questions? Oui, 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 c'est Bernard. Euh, sur la première diapo, Oui. hein, donc j'aurais voulu savoir quelle est la différence, enfin, à quoi correspond la différence, l'amour de la peur. D'accord. Bah, Donc sur la première diapo, tu regardes, il y a écrit différence, l'amour de la peur, et voilà, quel lien peut-il y avoir? en fait, la peur apparaît, c'est une question de conscience. Voilà, on est dans une conscience universelle, imaginez ça. Alors, je vais vous le montrer autrement. Tiens, il y a un schéma qui va vous montrer ça. Voilà, ce schéma. Nous sommes toujours dans la source, dans une conscience qui est unitaire, cosmique, où là, la peur n'existe absolument pas. On ne sait même pas ce que c'est même pas un concept, en fait. Puisque dans l'unité, il n'y a pas de dualité. Donc, il y a vraiment, on est en dehors de toute dualité. Tout d'un coup va apparaître
alors c'est un peu compliqué, il faut passer par la géométrie sacrée pour expliquer, mais pour faire vite, va apparaître des consciences globales assez grosses, mais beaucoup plus petites que ces consciences cosmiques. On va dire des consciences collectives très très grandes, de groupes. Et ça va apparaître avec le minéral. Le minéral représente des consciences énormes. Imaginez que tous les diamants du monde sont connectés et ont un seul esprit sur toute la planète. Tous les émeraudes ont un seul esprit. D'accord? Donc, parce qu'il faut savoir que le minéral sert de connexion dans tout l'univers. C'est son rôle. C'est le maître cristal. C'est lui qui sert de connecteur entre toutes les choses qui existent dans l'univers. D'ailleurs, à l'intérieur de chacune de vos cellules, vous avez un mini quartz. Et c'est ça qui connecte tout, en fait. Donc, le cristal, le maître cristal, c'est le connecteur sur le plan physique, éthérique, et ainsi de suite. Donc, des grosses consciences énormes. Là, le minéral est en état d'extase constamment. En fait, il ne sait pas qu'il est séparé. Il y a rien qui lui dit qu'il est séparé. Le seul truc qu'il y a, c'est que, il va se frotter. C'est-à-dire, l'eau va frotter la pierre, en fait, et ça va créer un début de conscience. Au bout de millions, de milliards d'années, je ne sais pas de combien, il y a tout coup une conscience qui va dire, tiens, il y a quelque chose, quoi. Je sens quelque chose. C'est le premier sens, le contact, c'est la première chose qui apparaît. Ok, voilà, on revient vraiment à il y a très très longtemps. La conscience apparaît avec le contact. Tiens, il y a quelque chose qui existe. D'ailleurs, nous, si on perdait le contact, c'est-à-dire qu'on n'avait pas la sensation de contact, on meurt. On ne peut pas exister sans le contact. Donc le contact, on va dire, c'est notre premier ego, notre première identification. On peut devenir aveugle, on peut devenir sourd, on peut perdre l'odorat, le goût, on peut vivre. Si vous perdez le contact, vous ne pouvez pas vivre. Vous ne savez même pas où est le sol. En fait, vous voyez, c'est terrible. Donc, on a besoin de cette notion de toucher, de contact, en fait. Donc, premier sens, le minéral. Donc là, un amour en état d'extase totale. OK. Alors, je vais un peu loin hein, par rapport à ta question, Bernard, mais tu vas voir, c'est assez passionnant. Ensuite, ces cellules se divisent encore plus et vont faire apparaître quelque chose de plus évolué dans l'entité, c'est-à-dire le végétal. C'est beaucoup plus évolué, beaucoup plus complexe qu'un minéral. OK? Et donc là, il y a des réseaux qui se mettent en place. Et nous, on a ce végétal à l'intérieur de nous. C'est un peu le système nerveux. Donc les gens qui sont très hauts, par exemple, ont ce contact avec le végétal beaucoup plus fort. Et c'est ce végétal aussi qui vous permet, à l'intérieur de vous, de prendre le prana solaire et de le transformer en nourriture. C'est ce que fait le végétal. Ben, nous, on a ce végétal à l'intérieur de nous qui peut faire ça. D'accord? On ne le fait pas pourquoi? Parce que cette conscience c'est encore divisée en des groupes encore plus petits. Donc, conscience animale, donc conscience de groupe, au départ, c'est des bancs de poissons ou des bancs d'oiseaux. Et ensuite, ça devient des mammifères, des consciences de plus en plus restreintes. Et on finit avec des troupeaux jusqu'à la meute. La meute, c'est un groupe de. Donc, il y a une conscience forte et puis des consciences faibles autour. D'accord? Il y a un dirigeant et puis tout le monde suit. Ils n'ont pas de conscience individuelle encore, ou très peu d'animaux, quelques-uns, mais très peu. Donc, plus on est coupé de cette conscience énorme, en fait, plus on va vers la peur. Pourquoi? Parce que on se coupe petit à petit des choses. Et donc, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et la personne la plus coupée, c'est l'homme. On arrive à l'homme ici, hein, c'est-à-dire dans ces sphères-là. Conscience humaine, il est totalement coupé. Pas le premier homme, hein, parce que le premier homme est très animal. Il a encore un instinct. Mais l'homme d'aujourd'hui, majoritairement, avec un intellect très fort, est coupé. C'est-à-dire qu'il ne ressent plus les autres, il ne ressent plus la nature. Et donc, il veut créer, il va vers un univers d'homme-machine. Hein, c'est-à-dire qu'il est complètement coupé. Il régresse, en fait. Donc, c'est normal que là, l'homme ait peur, vraiment ait une peur effroyable, puisqu'en fait, il ne ressent plus rien. Il est enfermé dans un corps. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire tout au cours de l'histoire? Il va essayer de recréer une unité extérieure pour pouvoir se sentir en sécurité. Il va créer une famille, des liens de famille, puis des liens de groupe, puis des liens de nation, pour pouvoir se sécuriser. Voilà, parce qu'il est effrayé. Et donc, plus il est dans son groupe affilié, en fait, plus il se sent en sécurité, et là, ça va. Sinon, dès que ce groupe disparaît, hop, il est effrayé à nouveau. D'accord? Donc, il n'y a pas beaucoup d'évolution par rapport à ça. Il n'a pas compris qu'il pouvait aller se connecter à l'intérieur de soi. Et là,
Il se retrouve dans le champ de conscience unitaire et là, il n'a plus peur. Voilà. Donc, plus on remonte dans les différentes expressions de l'être, plus c'est conscience globale. Donc, quand vous avez l'expérience mystique, des fois, on peut aller voir le plan végétal, le plan animal, le plan minéral, et des fois le plan spirituel. Donc, vous pouvez avoir plein d'expériences mystiques différentes. Ça répond à ta question sur la peur? Là, tu m'as largué, hein, franchement. Il va falloir que je digère tout ça. J'ai pris quelques notes. Et puis bon, si tu nous envoies la vidéo, je réécouterai. Là, il me faut un certain délai, hein, franchement. Oui, c'est normal parce que c'est peut-être pas des concepts que tu connais, mais c'est simple en fait. Ce qu'il faut juste que tu retiennes tout ça. On a plein de corps en fait. Notre plus grand corps fait tout l'univers ou tous les univers. Bon, mais quand tu es dans ce corps-là, tu n'as peur de rien puisque tout est toi. OK? C'est comme les poupées russes, plus tu descends dans des corps de plus en plus petits, où tu ne sens plus le reste, plus tu as peur. Puisqu'en fait, tout le reste devient un inconnu. Donc la peur est l'opposé même de l'amour par excellence. Mais là, on est dans la dualité. OK? D'accord, ok. Voilà, je te fais un résumé. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ça? Est-ce que c'est clair? J'ai une question, mais plutôt qui était sur la première partie, du coup, qui m'est venue. Beaucoup de gens, mais moi j'ai du mal à accrocher à ça, se relient ou ont besoin, par peur peut-être, de se relier aux anges, tout ce qui est New Age. Tu vois, les anges, les archanges, les invisibles, tout ça. Où se situe-t-il? Est-ce que c'est dans l'astral pour toi? Et... Majoritairement, c'est dans l'astral. Majoritairement. Par contre, il y a beaucoup de plans. Il y a des plans, tu dis, inférieurs, et des plans moyens et des plans supérieurs. Quand tu es dans le plan supérieur, c'est quand même très proche d'un plan où tu n'es pas trop prisonnier, en fait. Donc tu es quand même assez éveillé. Par exemple, ce qu'on appelle les maîtres ascensionnés sont dans le haut astral pour moi. Donc, même s'ils sont dans cette matrice qu'on appelle notre monde, en fait, ils sont quand même proches de la sortie, ils peuvent nous conseiller. Tu vois, donc eux voient un petit peu mieux les choses. Donc ça dépend à qui on s'adresse sur ces plans-là, en fait. Voilà, ça répond. Mais c'est vrai que souvent, faire attention parce que il y a des personnes qui captent des entités qui sont passées pour une certaine. On peut arriver à le sentir au bout d'un moment quand qu'on a l'habitude et qu'on le sent au niveau du cœur. Il ne faut pas que ça soit dans la tête, c'est au niveau du cœur que ça se passe. Si vous sentez une belle ouverture du cœur en général, c'est que les entités, elles sont magnifiques, quoi. Parce que ces entités-là ne donnent pas de conseils, des choses comme ça. Elles vous parlent à travers le cœur. C'est-à-dire elles vont pas vous dire quoi faire, ni. Non, non, elles se permettraient surtout pas. Parce que, elles considèrent on est des êtres comme eux, en fait. Donc, elles vont pas nous dire quoi faire. Par contre, elles peuvent nous dire, voilà, il y a des choses qui se présentent comme ça. Ou est-ce que tu te sens bien par rapport à ce qui se passe? OK? Donc, vous pouvez avoir des ouvertures de cœur par rapport à des questions que vous posez. Et c'est votre ange, par exemple, qui va venir vous envoyer une réponse à travers un ressenti, un sentiment. Hein? Alors moi, j'avais une question. Bonsoir, c'est Nadège. Bonsoir, Nadège. Mais justement, il m'est arrivé à deux reprises l'expérience du voyage astral. Et ce que j'ai pas compris, c'est comment comment se fait-il que ça se déclenche tout seul? Ta question, c'est comment, pourquoi ça se passe, c'est ça, essentiellement? Oui, exactement. OK. Qu'est-ce qui peut déclencher ça? Et Alors, pourquoi ça se passe en fait? vous pouvez, je vais répondre rapidement, on le reprendra plus tard pour après reprendre le fil de la conférence, sinon on va partir sur d'autres trucs. Mais pour répondre rapidement, et puis on y reviendra, ça se déclenche soit parce que vous l'avez demandé, plus ou moins consciemment, comme expérience et que c'est important pour vous, soit parce qu'on vous montre quelque chose que vous devez comprendre, c'est-à-dire que c'est le moment pour vous de comprendre certaines choses. Donc, la première chose à comprendre, c'est que vous n'êtes pas votre corps. La première chose. Donc, c'est intéressant parce que ça enlève quand même beaucoup de peur. Hein, vous imaginez toutes les peurs qu'il y a liées au corps. Voilà. Donc, la raison, c'est celle-là. Quand ça vous arrive, ça vous amène par contre au niveau du plan sur lequel vous êtes en esprit. Il y a un sentiment. C'est-à-dire, si vous êtes dans la peur, bah, vous allez malheureusement aller sur des plans bas et c'est pas sympa là-bas. C'est sûr qu'on n'a pas envie d'y rester. Par contre, si vous êtes heureux, content et que tout va bien, bah, vous allez sur des plans supérieurs et là, vous allez être accueilli normalement et on va vous expliquer pas mal de choses.
Voilà, il y a plein de gens qui en parlent bien de ça, qui ont fait beaucoup d'expériences, qui vous expliquent plein de trucs. Restez quand même prudent, voilà, sur ces plans-là. Il faut toujours demander qui est qui, en fait. Parce qu'il y a vraiment, il y a des petits malins. Mais bon, ok, je y reviendrai plus tard. Donc, on avait vu les 3 types d'éveil. On va voir le réalisé. Qu'est-ce que c'est qu'un réalisé? Parce que ce terme est très peu connu. On dit il y a des êtres éveillés, mais en fait, c'est vrai qu'il y a des êtres éveillés, mais il y a aussi des êtres réalisés. Il n'y en a pas beaucoup des réalisés. C'est-à-dire des personnes qui connaissent les 3 éveils et qui sont en état de connexion constante avec le soi. Alors que beaucoup d'éveillés, si vous parlez avec eux, ils vous diront que de temps en temps, ils sont éveillés, de temps en temps, ils ne le sont pas. Vous ne savez pas sur quel niveau ce qui se passe dans leur vie. S'il y aura un truc très grave, des fois, hop, ils perdent l'éveil, mais en fait, ils y reviennent très vite. C'est comme un fil. Vous savez où est le fil, vous tirez sur le fil, hop, et vous remontez dans l'éveil. Et ensuite, quand vous vivez dans un environnement qui n'est pas très éveillé, il vous, il vous attire un petit peu et vous redescendez, et puis au niveau vibratoire, et puis vous êtes un petit peu moins éveillé. Voilà. Mais vous savez y revenir. C'est ça, quelqu'un d'éveillé, en fait. Il n'est pas tout le temps dedans. Un réalisé est constamment dedans. Une personne qui est constamment conscient, qui n'est qu'une expression particulière de la vie, de la source. C'est-à-dire qu'il n'a plus d'identification avec aucun de ses personnages intérieurs, de ses corps. Il s'en sert, mais il n'est pas plus du tout identifié. Il perçoit l'unité dans tous et ne fonctionne plus sur le niveau duel. Il n'y a plus de dualité chez eux, en fait. Ils ne voient que l'unité. Donc, ils voient l'unité chez chaque personne. Donc, il y a zéro jugement. Tout ce qu'ils voient, c'est des parties d'eux-mêmes qui sont un peu endormis pour eux. Voilà, tout le monde est endormi, il y en a qui sont plus ou moins endormis, qui sont dans des lourds sommeils. Euh, J'avais une histoire comme ça, sympa, que m'avait raconté un de mes premiers enseignants. Il nous faisait beaucoup rire. Et c'est l'histoire de Nasruddin, je ne sais pas si vous connaissez, enfin, les gens qui connaissent un petit peu d'enseignants, ils parlent beaucoup de Nasruddin, qui est un sage soufi, et qui dort sur une colline. Et il y a un gars qui arrive avec ses 10 ânes. Et il prend des bâtons, il les attache, il a 10 bâtons, il les attache, chacun a une corde. Le 10e âne, il n'a plus de corde. Il a oublié une corde. Bon, et il ne sait pas quoi faire. Il dit, si j'accroche pas l'âne, il va se barrer. Et si je l'accroche avec un autre âne, il va se battre. Je ne sais pas quoi faire, il est embêté. Et puis il y a un sage, Nasruddin, qui est très connu, qui est là. Il dit, bah, lui, il va savoir, c'est un sage. Donc il va le voir, il pose la question, et Nasruddin lui dit, eh ben, ta question est très simple, hein. T'as qu'à faire semblant de l'attacher. Ah bon? Ah ouais, fais semblant d'attacher, tu vas voir, il ne va pas bouger. Donc, il descend, il fait semblant de ramasser une corde. Il passe vraiment au cou de l'âne pour bien sentir qu'il y a une corde. Il fait ça, il accroche, il fait semblant d'accrocher au piquet, il serre et tout. Et il s'en va sans se retourner pour pas éveiller le moindre soupçon dans l'œil de l'âne. Surtout, il fait confiance, il dit, il tient là. Et il s'en va. Le soir, il revient, il compte tous ses ânes sont là. Bon, il est content, il les détache tous, le 10e, il ne bouge pas. Il ne va pas bouger. Il a beau tirer dessus, il ne bouge pas. Ah, c'est pas possible. Il me l'a ensorcelé, il voit Nasruddin qui est toujours là, il me l'a ensorcelé, c'est pas possible. Pourquoi cet âne ne bouge pas, quoi? Et il va le voir. Et il lui dit, mais voilà, j'ai tous les ânes détachés, ça celui-là pourquoi? Il dit, il dit, ouais, mais euh, tu sais qu'il n'est pas détaché, mais lui, il ne le sait pas. D'accord? Voilà, c'est tout, l'histoire, elle est simple. Donc, en fait, un éveillé, c'est quelqu'un qui sait qu'il est détaché. Et l'âne, pour rigoler, c'est quelqu'un qui n'est pas attaché, mais qui ne le sait pas. Et tout l'art des enseignants, c'est de faire semblant de détacher la personne qui ne l'est pas, en fait. Voilà, c'est tout l'art. C'est ça, elle ne peut rien faire d'autre. OK? Alors, dans réaliser, vous voyez, c'est un niveau sur Terre, il y en a très très peu. Très très peu. La plus connue aujourd'hui, c'est Amma, par exemple, parce c'est connu, hein. Il y en a d'autres sans doute, mais je les connais pas spécialement. Voilà, mais c'est des êtres vraiment particuliers, très particuliers.
c'est à peine c'est humain, mais c'est plus humain, en fait. Hein. C'est un autre niveau. Donc, chez les éveillés, bien sûr, il faut de tout, puisqu'en fait, qui c'est qui réveille les endormis? Bah, c'est les moins endormis au-dessus, donc ils sont quand même un peu réveillés, et ainsi de suite. Donc, on s'entraide, en fait. Vous avez l'évolution et vous avez des gens qui descendent pour réveiller et des gens qui sont un peu en dessous. Voilà. Sinon, ça ne marcherait pas. Parce que comme on rentre dans un champ de conscience, la Terre, c'est un champ d'information particulier qui nous formate tous avec une vision particulière. S'il n'y a pas quelqu'un qui vient d'un plan au-dessus nous chercher, en fait, on ne peut pas s'en sortir. Parce que la personne qui vient sur du plan au-dessus, elle amène une réalité différente, des informations différentes que vous ne pouvez pas voir sur ce plan-là. Donc, c'est grâce à ça, en voyant cette personne, dire, ah ouais, j'en vois pas beaucoup des comme ça. C'est super. Tiens, comment il fait, ou comment elle a fait. Donc, au niveau avantage et inconvénient d'être éveillé, par exemple, quand vous êtes quelqu'un d'éveillé, donc lucide, c'est-à-dire vous percevez les gens tels qu'ils sont, sans leur masque, bah, c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile, puisque en fait, ce que vous voyez n'est pas toujours très beau, et vous voyez toutes les incohérences. Donc, il faut apprendre à ne pas juger, à voir aussi la partie lumière des personnes, la partie âme. Sinon, vous allez rentrer dans un jugement qui est pas vraiment génial, quoi. D'accord? Donc, il faut aller dans le niveau émotionnel, d'amour. Pour ne pas les juger, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut éviter, il faut, il faut, il faut aller voir toutes vos blessures. Parce que dès que vous jugez quelqu'un, c'est une blessure qui parle. Voilà, c'est une de vos blessures qui parle. Sinon, vous ne jugeriez personne. Les personnes qui y a autour de vous, dites-vous la chose suivante. Ceux que je n'aime pas, c'est qui j'étais dans mon passé. Parce que si vous prenez en compte que nous sommes des âmes immortelles et que nous avons des millions, des milliers, des millions de vies, automatiquement, on n'a pas été des gens très très bien. On a dû passer par l'ombre. Parce que pour devenir conscient, il faut aller dans cette notion de dualité. Donc bien mal, bien mal. Ce qu'on appelle harmonieux, disharmonieux. D'accord? On est obligé de jouer à ça. Sinon, on ne peut pas. Une conscience évolue en allant dans ses contraires. Bon. Donc, automatiquement, on a été gens pas cool du tout. Mais pas cool. Donc, quand vous en voyez un, vous vous rappelez que vous avez été lui. Donc, vous n'êtes pas content et parce que vous n'êtes pas pardonné. Vous n'êtes pas pardonné. Donc, connaissez Ho'oponopono. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir. Ben, en fait, c'est vraiment une prière qui parle de ça. Elle dit, je me pardonne de qui j'étais dans le passé. Chaque fois que vous voyez quelqu'un qui ne vous plaît pas, vous dites, je me pardonne. J'accepte. Merci de me montrer qui j'étais, en fait. Et voilà, je me pardonne. Et la personne, en fait, vous la soulagez. Elle n'a plus besoin d'incarner ce qu'elle est. C'est intéressant. Et les personnes que vous admirez, c'est vous dans le futur. C'est vous dans le futur, en fait. C'est ce que vous avez envie de devenir, qui n'est pas encore d'actualité. Ça va le devenir. OK? Donc, vous les enviez. Ben, c'est bien. Mais il ne faut pas trop les envier quand même, parce que sinon, vous n'allez pas vous aimer tel que vous êtes. Donc, vous voyez, juger quelqu'un, c'est vous juger vous-même. Voilà. Donc, pourquoi je dis ça? Je sais pas. Ah oui, on n'a pas fini. Il faut qu'on reparte un petit peu dans l'hypersensibilité. Tout ça, je n'ai pas parlé. Et c'est important. Alors, on y va. Alors, hypersensible. Qu'est-ce que ça veut dire être hypersensible? Bon, vous avez remarqué, peut-être qu'il y a déjà différentes formes d'hypersensibilité. Hypersensibilité sensorielle, corps physique, et hypersensibilité extrasensorielle, psychique. J'en parlerai après si ça vous intéresse. Hypersensibilité sensorielle, déjà, le toucher. Il y a des personnes qui sont très terres, qui ont beaucoup de terre à l'intérieur d'eux. Et donc, le toucher peut être très développé chez eux. Vraiment, il peut avoir une sensation de contact très, très subtile. Ça peut être aussi par le métier que vous avez fait. En fait, c'est quelque chose qui est très développé chez vous par rapport aux autres. Donc, vous êtes hypersensible par rapport aux autres. Le goût et l'odorat, c'est pareil, mais c'est plutôt lié à l'eau. L'odorat, c'est un mélange d'eau et d'air, mais c'est plutôt lié à l'eau. Et la vue, l'ouïe,
qui est lié à l'air, et le psychique qui est lié au feu. Le psychique, c'est, on va dire, vos intuitions. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont des intuitions vraiment fulgurantes et énormes, ou des connexions avec des plans supérieurs, des médiums, des choses comme ça. Mais là, on rentre déjà dans l'hypersensibilité extrasensorielle. Donc, la vue et l'ouïe, il y a des personnes qui voient mieux que les autres, qui ont une ouïe incroyable. D'autres, c'est le goût, d'autres, c'est l'odorat. Bon, ça dépend un peu de vos planètes, des éléments qui sont à l'intérieur de vous. Plus vous avez d'eau, plus vous allez être sensible à tout ce qui est émotionnel. C'est obligé. D'accord? Si vous avez des signes d'eau, vous allez capter les émotions des autres, les ressentis des autres. D'accord? Vous avez la capacité à lire les émotions de votre environnement et des plans, le plan au-dessus, c'est-à-dire le plan astral. Vous captez. C'est super intéressant sur le plan, par exemple, thérapeutique, si vous voulez aider quelqu'un. Moi, par exemple, c'est une de mes hypersensibilités. Donc, j'arrive à lire l'émotionnel des personnes que j'ai en face de moi, ou dans la voix même. Je sais quelles sont leurs émotions de base, et je peux définir à peu près leur caractère par rapport à ça. Ça, c'est parce qu'on a beaucoup d'eau, donc on arrive à capter votre eau. Hypersensibilité mentale, qu'on appelle aussi HPI, les autres sont plutôt des HPE, c'est-à-dire haut potentiel émotionnel, haut potentiel intellectuel. La capacité à capter les pensées, idées de son environnement et des plans mentaux. Donc, c'est des personnes qu'on appelle aussi les autistes, en fait, de Asperger, souvent des savants ou des personnes qui ont des capacités de capter vraiment les plans supérieurs mentaux. Tout ce qui est au niveau des mathématiques, la géométrie sacrée, ainsi de suite. Ils ont des capacités plus faciles que les autres. Et il y a ceux qui aussi, les mentalistes, enfin, ou les personnes qui arrivent à sentir aussi les pensées. Et ça, on peut le devenir aussi quand on est amoureux. Je ne sais pas si vous avez rendu compte quand vous êtes amoureux avec le couple qui se forme, comme vous créez un corps mental entre les deux, ben, vous arrivez à capter les pensées les uns des autres. Donc ça, c'est l'hypersensibilité qui va se... On peut avoir les trois, hein. On peut en avoir une, deux, trois, ça dépend. Alors l'hypersensibilité sensorielle, avantages et inconvénients, ça dépend de votre environnement. Hein, si vous habitez dans des belles villes, où ce que vous voyez est beau et que ça sent bon, tout ira bien. Si vous habitez dans des bidonvilles et où il y a des mauvaises odeurs, bah, vous allez être très malheureux. Parce que vous allez sentir beaucoup plus que les autres. Donc, ça dépend. Voilà, vous êtes très dépendant de votre environnement, les hypersensibles sensoriels. Les hypersensibles émotionnels, bah, là aussi, ça dépend de qui vous avez autour de vous. Hein. Là, en ce moment, avec la tristesse, la peur, la dépression qu'il y a en France, eh bien, ces pauvres hypersensibles, ils chargent. Hein, ils captent énormément ces égrégores d'émotions négatives et ils ne savent plus si c'est la leur, si c'est celle des autres. En fait, voilà, ils captent beaucoup. Et ça rentre en résonance avec la leur, bien sûr. Mais ce n'est pas que la leur. L'avantage, c'est que, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez utiliser ça dans un milieu thérapeutique. Ça vous donne des capacités. Et hypersensibilité mentale, voilà, vous avez des capacités aussi de lire les pensées des autres, mais là aussi, ça dépend des pensées autour de vous. Voilà. Si vous avez des pensées négatives, ben, vous allez vous aussi avoir tendance à déprimer sans savoir pourquoi. Donc, il faut vous protéger. Enfin, en tout cas, être dans cet état de conscience qui vous permet de laisser passer ou pas les choses. De les laisser passer et de ne pas les attraper, en fait. Donc, on peut être hypersensible et conscient, c'est-à-dire éveillé ou réveillé, ou un hypersensible inconscient. Il y en a aussi. Hein, c'est-à-dire qu'ils captent partout comme des fous, mais par contre, ils ne savent pas quoi faire avec quoi. D'accord? C'est vraiment ça les gêne parce qu'ils n'ont aucun contrôle intérieur. Ils ne sont pas du tout centrés à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc pour eux, ils sont obligés de se protéger constamment parce que bah, ils ne savent pas gérer leur intériorité. Hein? On peut passer de inconscient à conscient, hein, c'est juste un travail sur soi. Allez, on repasse aux questions.
C'est pas une question, c'est un outil que j'ai pratiqué de temps en temps, qui est pas mal pour le non-jugement essayer de la non-dualité. C'est de regarder l'autre en pensant mentalement, je suis toi, je suis toi, je suis toi, je suis toi, je suis toi. C'est pas mal. Oui, tu peux. Oui, oui, moi, pendant très longtemps, j'avais des mantras, ça sert à ça, les mantras. Par exemple, il y a un mantra qui dit tout est toi. Moi, c'était un de mes mantras, par exemple. Donc, ça me rappelait constamment que chaque fois que je voyais quelqu'un, j'avais la source en face de moi et que j'étais aussi cette source et que je devais le traiter avec autant de respect. Parce que je me rendais compte qu'en fait, j'abordais pas telle personne de la même manière qu'une autre personne. Il y avait des conditionnements qui faisaient que je ne regardais pas les personnes de la même manière. Bon, mais là, ça m'a appris à regarder tout le monde de la même manière. Vous voyez? De dire, bah, tout est un, même s'il y a des différences, bien sûr, extérieures. Mais au niveau du plan, au niveau du plan de l'amour, en fait, je ne juge pas. Je dis simplement, ils ont des informations différentes, voyons ces informations. Hein. Moi, j'aime bien, quand vous êtes un peu dans l'informatique, vous pouvez voir un être humain comme, comme un robot biologique rempli d'informations. Hein. C'est intéressant aussi. Euh, alors on perd un peu le romantisme avec ça, mais, mais en même temps, ça vous donne ce recul de suite, en fait. Bah, oui, il a des informations différentes, il voit différemment de moi, c'est tout à fait normal. Je n'ai pas à m'opposer à lui, en fait. En fait, moi, j'aime bien dire aussi, je n'ai pas ce corps, je ne suis pas ce corps, je n'ai pas ce corps, je n'ai pas cette pensée, je n'ai pas être un être éveillé. Tant que je suis je ne peux pas être éveillé, je ne peux pas être... euh, toutes ces pensées ne m'appartiennent pas, ce corps ne m'appartient pas, ça appartient à je. Et je n'ai rien qu'une illusion. Je n'ai rien qu'une expérience d'incarnation, un jeu qui se joue. qui se joue. Oui, le jeu qui se joue très bien. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Moi, moi, j'aimais bien Krishnamurti qui parlait de lui à la troisième personne. Alors, j'ai essayé, mais c'est pas facile parce que on nous prend pour un dingue. Alors, il faut s'appeler Oui, Krishnamurti pour le faire dans un milieu particulier. Mais en parlant de soi à la troisième personne, en fait, ça permet déjà d'avoir ce détachement qui devient naturel. Parce que quand on dit je et tu, automatiquement, on identifie, en fait. Donc, notre langage nous emprisonne avec notre possession, le mon, le mien, en fait, à penser au point de vue d'un individu enfermé dans un corps. Voilà. Et c'est ça. Hein. il faudrait vraiment changer le vocabulaire. Et tant que je suis je ne peux pas être éveillé. C'est pas possible. Et donc, je ne peux pas croire que je suis plus éveillé qu'un autre. C'est impossible. C'est une vue de l'esprit. Oui, oui. Après, tu peux avoir quand même le fait que tu dises ça montre quand même que tu as conscience de ça. D'autres sont moins conscients de ce que tu es en train de dire. Donc déjà, on peut dire qu'ils sont moins éveillés que toi. Tu vois, sur ce plan-là. Après, moi, Mais justement, j'ai remarqué qu'il y avait des gens qui étaient éveillés dans certains domaines et pas du tout dans d'autres. ouais, Bon, voilà. Alors, quand on parle d'éveillé, on parle en fait d'éveillé sur le plan spirituel en général. En général. Mais il y a des personnes, franchement, il y a encore, qui ont eu des expériences mystiques, qui parlent d'une certaine manière et ouais, on voit qu'ils ont eu une expérience, en fait, quelque chose de fort, qui vivent quelque chose de fort. Et à côté de ça, il peut être radin, très radin, ou avoir des peurs, certaines peurs, en fait. Donc, des fois, on comprend pas quand j'étais ben, plus tout jeune. simplement, si je peux me permettre de raconter mon expérience, hein. J'ai eu des flashs, j'ai eu des prémonitions, j'ai été très, très hypersensible hein, et donc connectée. Et puis, ça m'a fait très peur. Et puis, j'étais pas éveillée du tout, j'avais aucune conscience. J'étais dans mon petit ego. Et, et bon, et maintenant, plus je suis un peu dans la conscience, un peu dans l'éveil, et moins je suis perméable à tous ces signes. C'est très drôle. Je me suis vraiment fermée sur... parce que... parce que je ne sais pas, d'ailleurs. Hmm. Mais c'est une drôle d'expérience.
Ben, il y a toujours un passage qui est un peu douloureux, où on est entre deux mondes. Voilà, quand on est entre deux mondes, et qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, notre ancien monde, et on arrive dans un nouveau avec plein de nouvelles expériences. Et c'est un peu, voilà, c'est comme quand on quitte quelqu'un, en fait, hein. On a quitté quelque chose qu'on connaissait, on en va vers un inconnu. C'est jamais confortable, hein, ce passage-là. Et puis, il y a des stades. Il y a des stades où ça devient confortable. Et après, pouf, hop, on recommence, on repart. Donc, c'est un chemin sans fin où il y a des moments où on se sent stabilisé, d'autres où d'autres, on est encore remis en question d'une manière beaucoup plus subtile. Et il ne faut jamais se dire qu'on est arrivé au top Ouais, niveau, en fait, jamais. Hein. Il n'y a que vraiment les personnes d'irréalisées, entre parenthèses, qui sont arrivées au plus haut niveau qu'on puisse atteindre un être humain. Mais bon, je vous dis, on ne les compte même pas sur les doigts. Donc, déjà, arriver à un peu plus de conscience, c'est pas mal. c'est ça. C'est pas mal. Oui, oui. Et plus on a de la conscience, et moins on est séparé de l'autre. Et donc, il y a... Bah oui. il y a plus Euh, qu'un rire. mais oui. Là, il y a. Alors, je vais essayer de vous trouver un autre dessin. Alors, moi, par exemple, oui, on peut parler un peu d'énagramme si vous voulez. J'utilise l'énagramme souvent dans mes soins, enfin, dans mes aides au départ, pour montrer aux personnes que, déjà, que selon où elles se situent dans ce champ de conscience, automatiquement, elles ont des informations biaisées. C'est- On le voit là visuellement, en fait. Si vous êtes au niveau du 1, vous avez des informations complètement opposées à celui-là qui est au niveau du 6. D'accord? Au niveau des perceptions. Donc, vos perceptions créent vos croyances et créent tout ce que toutes vos idées. Et à partir de là, bah, vous aurez, si vous discutez entre le 1 et le 6 qui discutent, ils vont se regarder, ils vont pas se comprendre, hein, parce qu'en fait, ils regardent dans une direction différente. Donc, à chaque instant, notre corps étant positionné dans une dimension, enfin, dans un espace particulier, on regarde la réalité à travers de nos perceptions. Donc, vous mettez 10 personnes une pièce, ils vont vous décrire la pièce de manière même différente. Vous voyez? Donc, ça ne sert à rien de pouvoir se disputer avec quelqu'un pour savoir qui a raison. C'est une perte de temps totale. Totale. Ça ne sert à rien, Est-ce- puisqu'en fait, tout le monde a raison. Excuse-moi, il n'y a aucun lien entre le romantique et l'observateur? Si ils sont voisins, ils sont voisins et en général, le 4, par exemple, a des ailes 5 ou le 5 a des ailes 4. Donc, ce sont des ailes. Hein. Enfin, si vous ne connaissez pas l'énagramme, je ne vais pas parler d'énagramme, mais vous pouvez aller voir mes conférences sur YouTube, il y en a quelques-unes. Mais je prenais juste ce dessin pour vous dire qu'en fait, voilà, on ne peut pas être d'accord avec quelqu'un. Enfin, le 1 à côté du 2, vous voyez, le 1 et le 2, ils regardent un peu dans la même direction. Donc, c'est logique qu'à peu près, ils soient à peu près d'accord. Voilà. Donc, ne vous disputez avec personne. Chaque fois, apposez, comme disait Salomé, je crois, apposez vos visions. Ne les opposez pas. Apposez-les. Voilà. Ce que tu dis est intéressant, ce que je dis est intéressant. Les deux sont vrais. Voyons, maintenant, trouvons un compromis. Voilà. Si on veut vivre ensemble, si on veut faire quelque chose ensemble. C'est ça, le fait de créer une société, il faut trouver des compromis. Voilà. Entre toutes les visions qu'on a. Bon. En général, il y a une vision qui s'impose, et puis il y a tout le monde qui suit, hein, comme ça. Mais j'espère que ça changera parce qu'on peut voir où ça nous conduit, en fait. Bon. Mais ça sert à rien, voilà, ça sert strictement à rien de se disputer. Voilà, c'est pour ça que je dis, c'est ma vérité, elle peut-être correspond à la vôtre, peut-être pas, mais voilà, si elle vous plaît, ben, prenez-la, si elle vous plaît pas, mais elle n'est pas fausse, elle est juste partielle, elle est partielle. Et quelqu'un, par exemple, c'est ce qu'on fait, par exemple, pour évoluer dans l'énéagramme, c'est-à-dire que si vous voulez évoluer, il faut vous mettre à la place de chaque type, il faut aller chercher la vision de chaque type. Et si vous l'avez fait, ben, c'est sûr que votre vision sera plus juste que la personne qui ne l'a pas fait. Parce que vous aurez une vision d'ensemble qui sera beaucoup plus claire que la personne qui a juste une vision de lui-même, qui est enfermée dans, nous on appelle ça enfermé dans sa typologie. Il a sa propre vision. S'il se met à la place de chaque typologie, c'est un travail, ben vous aurez une vision globale. Donc là, vous pourrez dire, vous pouvez remonter les bretelles et dire oui, là quand même, j'ai raison.
Là, on pourrait le dire, en fait. Euh, pour rigoler, en tout cas. Mais vous aurez un peu plus raison que les autres. Voilà. Alors, est-ce, est-ce que vous avez des questions par rapport à la thématique qu'on a est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que c'est un éveillé, un réveillé, un endormi, un réalisé, l'hypersensibilité? Est-ce que vous arrivez à bien vous situer, vous, par exemple? Tout était très clair et merci beaucoup déjà, hein. Merci. Ok. Sinon, allez voir le film Matrix, hein. Pas le dernier, hein? Oh là Non, là, quelle j'ai déception. pas vu le dernier. Ah, n'y va pas. C'est- c'est vraiment, ça n'a plus rien à voir. Oui, il y a plein de films comme ça, c'est très intéressant. Inception aussi, c'est intéressant. Euh, Il y a une réflexion qui m'est venue sur le virus et le goût et l'odorat, sur le Covid, qui a touché plutôt, en effet, c'est, tu vois, le goût et l'odorat. oui, Donc l'eau, du coup l'émotion, du coup. Donc un virus peut-être pour un peu rendre des humains un peu moins émotionnels, quoi. oui, qu'il n'y ait plus d'émotion. En fait, on cherche à rendre les gens apathiques. C'est-à-dire, l'apathique, c'est la dépression. C'est la terre, en fait, hein. Il n'y a plus rien. Voilà, apathique. Donc, si vous avez quelqu'un d'apathique, il va suivre. Il n'a plus la capacité à penser, à faire, il est au service. Et donc, ça peut être symbolique, ouais, ce que tu dis. J'y avais pas pensé jusqu'à maintenant, mais voilà. Enfin, comme tout est symbolique, dans tout ce qui nous arrive, c'est chouette de regarder les relations. J'en avais trouvé pas mal à l'époque, je ne me rappelle plus trop. Mais ah oui, le masque, c'est intéressant, le masque. La prochaine évolution, où l'être humain éveillé, c'est quelqu'un qui s'est enlevé tous ses masques. Déjà, les masques sociaux. D'accord? Et donc, qu'est-ce que nous fait faire aujourd'hui? On nous fait mettre des masques. En plus de ceux qu'on a sociaux, on nous fait mettre le masque. On dit, tu l'enlèves pas, tu l'enlèves pas. Sinon, attention, danger. OK? Alors, c'est rigolo. Donc, si vous regardez les gens qui enlèvent les masques, qui ont enlevé le masque, qui ont vraiment pas mis le masque, c'est les personnes qui ont déjà enlevé leurs masques sociaux. Bah, ils se montrent tels qu'ils sont, majoritairement. Pas tous, mais majoritairement. Donc, vous pouvez savoir qui est qui, à quel niveau d'évolution est la personne par rapport à ça. C'est intéressant. Il y a un truc que je viens de réaliser là, c'est que un éveillé sait qu'il n'est pas séparé et un endormi n'a pas envie d'être séparé. Il est dans la pensée unique pour rester avec les autres, absolument. Oui, oui. Bah, c'est ce qu'on appelle un endormi, on appelle péjorativement un mouton blanc. Un réveillé, c'est un mouton noir. Et si on prend les descriptions de Madame Guy, Une donc licorne ailée. après on est voilà, une licorne, une jument ailée, une licorne, voilà. C'est une autre manière de voir les choses qui est très très bien faite, hein. Donc bah, le mouton, il a besoin d'un berger. Et puis... Mais on a été mouton aussi, c'est-à-dire qu'on y est tous passés, donc on s'entraide. Mais après, c'est vrai que pour réveiller un mouton, c'est dur. Il faut qu'il souffre. En général, sinon, il ne souffre pas, ça ne marche pas. Très difficile. Donc, en ce moment, bah, on a des alliés, on a des gens qui nous font souffrir pour réveiller la majorité des gens. Donc, ils les poussent, hein, ils en font des choses, ils essayent, hein. Ils ont j'ai trouvé qu'ils avaient beaucoup d'humour et d'imagination dans l'absurde. Et bien, malgré tout, il y en a qui résistent, ils ne veulent pas se réveiller. Merci aux oligarques qui se sacrifient pour que nous prenions conscience. Tout à Merci. fait, tout à fait. On peut les remercier. On peut les remercier parce que, bon, je ne sais pas vous, mais moi, ça fait assez longtemps que je sais qu'on est dans, ce qu'on vit est un éveil, en fait, hein, mais mondial. C'est-à-dire que c'est une tentative d'éveiller la majorité des humains. C'est une crise d'éveil, en fait, c'est une crise d'évolution. Ça n'a rien à voir, une crise du Covid ou quoi que ce soit, en fait, sanitaire, économique, non, non. On va vivre toutes ces crises pour s'éveiller. Il y avait Satpren qui avait dit ça il y a très longtemps, il y a une trentaine d'années, mais c'est clair. Donc, il fallait bien des personnes pour nous pousser à ça. Donc, c'est les mêmes qui nous ont qui nous ont endormis, qui nous réveillent aujourd'hui. C'est les mêmes. C'est les mêmes. C'est sympa, ils nous libèrent en fait. Et Mais avec beaucoup de souffrance parce que il y avait l'autre option de se réveiller d'une autre manière, mais on n'a pas su la prendre, hein. Voilà, on n'a pas eu les capacités à le prendre. Donc, voilà, c'est la souffrance. ouais, puis
on quitte l'air du poisson, on passe dans celle du Verseau, donc c'est les soubresauts de changement d'air aussi. Hein. Voilà. Ah ben, on peut l'expliquer par l'astrologie, par plein de choses, mais c'est juste un état d'éveil. Euh, J'aime bien aussi l'analogie avec un acteur de cinéma. Voilà. Un acteur de cinéma, il joue un rôle. Et en général, quand il joue bien, bah, il est acclamé, on lui jette des lauriers, il gagne des Césars, il gagne beaucoup d'argent. Quand il joue mal son rôle, bah, il va pas très loin, en fait. Hein, bon, ben nous, c'est pareil. C'est comme si on avait un rôle et autant le jouer bien. Je veux dire, quand vous avez un rôle, jouez-le à la perfection. Voilà, sachez que vous avez un rôle et essayez d'aller dans le détail, vraiment, jouez-le à fond, c'est-à-dire utilisez tout votre potentiel. Il y en a qui Et utilisent vraiment. en énéagramme, Comment? utilisez-le à la perfection. C'est un numéro 1 qui parle. Non, non, je suis pas numéro un, mais j'y suis connecté. Mais oui, c'est comme si on vous donnait plein de potentiel, plein de possibilités, plein de compétences, et que vous ne les utilisez pas. C'est un peu dommage. À venir sur Terre, dans un rôle, utilisez-les au maximum. Sinon, ben, vous allez jouer, c'est comme vous avez une voiture et vous restez en première ou en seconde au lieu de passer toutes les vitesses. Donc, il faut s'éclater le plus possible dans ces rôles, en sachant que c'est un rôle. Si vous croyez que vous êtes vraiment ce rôle, ben, on appellerait quelqu'un de fou dans notre société. Hein, quelqu'un qui se prend pour Napoléon ou voilà, ou qui entend des voix, ainsi de suite, on l'enferme. Bon. Donc, on pourrait dire tous qu'on est un peu fou, on est dans un asile, Ben oui, voilà. ben oui. Et les acteurs nous montrent ça, nous montrent, en fait, on fait la même chose à un niveau encore en dessous. On joue encore notre rôle, c'est rigolo. Donc, on est tous comme des narcissiques, ce qu'on appelle pervers narcissiques, qui sont coupés et qui ont créé un personnage, et on ne se rappelle plus qui on est profondément. Voilà. Et donc, un des premiers travaux à faire que je fais souvent dans des stages, c'est aller voir en fait toutes les créations de nos personnages. Tous les personnages qui sont créés, les voir, jouer avec, les voir pour mieux pouvoir s'amuser avec en fait. Voilà, Oui, s'amuser. c'est la femme de Tal Schaller, Johanna, qui parle de SPPA, les sous-personnalités actives. Oui, les sous-personnalités actives. Oui, oui. Ben voilà, le travail qu'ils font, c'est très similaire en fait. Hein. On travaille sur les sous-personnalités en premier, les croyances qui sont liées à des croyances limitantes, qui sont liées à plein de choses. Et ensuite, quand on a fait ça, on essaie d'aller voir l'émotion qui est derrière. Euh, et d'aller aussi décortiquer enlever les émotions pour les libérer. Mais on commence en général par le mental. Les blessures de l'âme. Les blessures de l'âme, ça c'est encore un niveau un peu au-dessus, qui est très sympa. Mais déjà, essayer de se voir comme un acteur, c'est pas évident pour la majorité des gens. C'est pas évident. On est tout le temps pris dedans, en fait. Donc le travail de conscience, c'est long. Ça ne se met pas en place du jour au lendemain. Il faut arriver à méditer au quotidien, c'est-à-dire ce qu'on appelle la pleine conscience, qui n'est pas pleine, mais qui est un peu plus au-dessus de la conscience habituelle. Et au quotidien, arriver à voir qu'on est œuvré, qu'on est bougé par des pensées, par des émotions qui nous traversent, et se poser la question, qu'est-ce que moi j'ai envie de vivre par rapport à ça? Est-ce que vraiment je suis maître de ma vie? Est-ce que je peux choisir l'émotion et la pensée qui me convient? Voilà, si j'arrive à faire ça, c'est que je maîtrise ma vie. C'est moi qui décide. C'est moi qui ai le témoin qui est là, qui gouverne. Sinon, ben, en fait, je suis ballotté. Avec l'énagramme, par exemple, on voit les conditionnements mentaux et émotionnels de chaque personne, parce qu'il y a des personnes qui sont liées à certains types d'émotions, qui les adorent. Le 1 adore la colère, par exemple. Le 4 adore la tristesse ou la mélancolie. Il adore ça. Et donc, même s'il les voit, tant qu'il aime cette émotion-là, eh bien, il va la chérir, il va l'entretenir, et ainsi de suite. Au début, il croit qu'il a subi, mais en fait, non. Enfin, c'est pas qu'il adore, parce qu'elle a fait souffrir. Ses émotions le font souffrir, ces types-là. Mais en même temps, c'est habituel, c'est confortable parce qu'on la connaît depuis longtemps et on se sent exister à travers ces émotions-là. Il y a eu une identification qui s'est faite, jeune, qui fait qu'on a l'impression que c'est nous. Donc, on est très accro. Et les émotions, c'est pire que la cocaïne. Hein. C'est
très addictif. Voilà, c'est pire que le sucre. Donc, aller remettre en question ses émotions, c'est un gros travail. Voilà. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Je rebondis sur ce que tu viens de dire. Je pense que ça me parle. Et mais dire qu'en effet, qu'on a d'autres émotions, on les a d'autres en nous. Donc, peut-être, quand on arrive à faire ce détachement un petit peu de cet état sortir de cette zone de confort de l'émotion qu'on chérit, en fait, qui nous nourrit, enfin, qui est rassurante parce qu'on la connaît. Il faut déjà faire ce travail de deuil un peu pour aller se connecter en nous à d'autres. Tu vois, je pense à la joie, par exemple, qu'on a en nous. De toute manière, elle est là. Hein. Donc, la joie, on peut peut-être en effet aller la chercher. Donc, monsieur, en le disant, je me le dis à moi déjà en premier. Bah, oui, en fait, il faut se focaliser sur l'émotion que vous voulez éprouver, puisque vous l'attirez, en fait. Pourquoi, par exemple, comment on apprend? Ben, simplement, regarder le système, c'est tout bête. Je vais vous dire quelque chose qui paraît évident, mais on ne se rend pas compte tant que ça, en fait. C'est parce que vous vous êtes concentré sur quelque chose que vous attirez les informations à vous, en fait. Si vous vous intéressez à la plomberie, ben, vous allez aller acheter des bouquins sur la plomberie, vous allez attirer des personnes qui vont parler de plomberie, et ainsi de suite. C'est-à-dire que de suite, l'univers se met à votre service et va vous apporter toutes les informations. Il suffit de vous focaliser dessus. Donc, si vous vous intéressez à la joie, vous allez lire sur la joie, vous allez rencontrer des gens qui sont joyeux, vous allez y penser, vous allez vous rappeler les moments de joie. Plus vous allez vous porter dessus, plus vous allez devenir joyeux. Ce n'est que de la concentration, en fait. Et pareil pour tout. Sur quoi vous vous êtes focalisé. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire on peut tout faire. Simplement, bah, est-ce qu'on en a envie? Voilà. Des fois, on n'a plus envie. C'est fini. J'avais une question là, Christophe, sur la Kundalini et l'éveil. Oui. Alors, la Kundalini, qu'est-ce que c'est la Kundalini? Vous savez qu'à la base de notre coccyx, enfin, dans notre coccyx, on a 6 cellules, nos 6 cellules originelles. Je ne sais pas si vous le savez. Notre énergie primaire, en fait, notre énergie de vie primaire qui n'a pas été qui n'est pas affectée par tout le reste, en fait. C'est comme un peu notre essence. Et quand on a monté une Kundalini, en fait, c'est l'énergie qui est dans ces cellules primaires qui se dégage, en fait, et qui monte à travers notre colonne vertébrale, notre système énergétique. C'est comme un reset, en fait. C'est comme si ça nettoyait toutes les vieilles programmations. Et donc, on a un état d'éveil, souvent, qui est plus ou moins fort, mais avec une reprogrammation en même temps. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je comprends la Kundalini. Hein. Ça peut être provoqué, apparemment. Je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste de ça. On peut l'avoir aussi de manière accidentelle, comme disait Nadège sur les sorties de corps. Ça peut arriver à un moment donné. Alors, c'est jamais accidentel, hein, mais on pourrait croire que c'est accidentel, en tout cas. Ça se présente comme accidentel. Et ça peut faire peur. Voilà, en tout cas, c'est un déploiement d'énergie colossale à l'intérieur de nous qui fait tout vibrer, ça bouge, ça fait sortir toutes les émotions hein, qui étaient refoulées. Parce qu'en fait, un être humain, voyez-le comme un champ électrique entouré d'un champ électromagnétique. Et les informations sont dans le champ électromagnétique, les émotions sont dans le champ électromagnétique autour de nous. Donc, quand vous avez l'énergie qui sort, en fait, ça repousse tout, en fait. Hein. C'est comme quand vous avez fait, je ne sais pas si vous avez déjà fait des rebirths ou des respirations holotropiques. C'est basé sur le même système. C'est-à-dire que vous emmagasinez énormément d'air, d'oxygène pour augmenter votre niveau vibratoire et l'énergie va se déployer, va pousser l'émotionnel. Il y a une émotionnelle qui va sortir et vous allez avoir une expérience très forte sur le plan émotionnel, sur un truc qui peut vous ramener à des vies, même à des vies minérales, animales, végétales, en fait, des trucs assez étonnants. Voilà. Parce que vous augmentez votre niveau vibratoire. Donc, c'est que de l'énergie, en fait. Enfin, c'est que de Oui, l'énergie. c'est ça. On peut le faire avec du chant, on peut le faire avec plein de techniques. Voilà. Il y a pas que les rebirths, mais c'est une technique assez connue et intéressante. Mais faites-le accompagner en général la première fois ou les premières fois parce que ça peut donner des choses assez très étonnantes. Très, très étonnantes. Il vaut mieux avoir quelqu'un à côté qui sait ce qui peut arriver, en fait. Voilà.
Je voulais peut-être partager aussi un outil qui est simple, peut-être que beaucoup connaissent, mais quand l'émotionnel, en effet, prend toute la place, la cohérence cardiaque. Je trouve que c'est vraiment un outil simple et très efficace. Oui, je suis d'accord. D'autres questions? Ceux qui n'ont pas parlé, par exemple, est-ce que vous avez des... Pas de questions, mais je dirais que, en tout cas, bah, merci déjà, parce que je trouve qu'il y a une belle synchronicité. Je me suis retrouvée dans certaines choses que tu as abordées en l'état présent, et surtout sur l'aspect émotionnel. Euh, donc, euh, donc voilà, donc là, j'accueille, et je trouve que du coup, ça répond à des questions, des interrogations. Peut-être la question que j'aurais, c'est est-ce que du coup, quand on parle de gérer ses émotions, ce serait pas un abus de langage? Hmm. Du coup, Hmm. voilà. Oui, gérer ses émotions. Qu'est-ce que ça veut dire gérer ses émotions? Dans le langage commun, euh, c'est quelqu'un qui dit à quelqu'un d'autre, tes émotions me gênent, gère-les. Parce que moi, j'ai pas envie de les supporter. Mais dans certaines tribus amazoniennes, ça a été dit maintes fois, cette histoire-là, mais j'y crois, enfin, je suis sûr que c'est vrai. Et ils ont rapporté que dans certains villages, en fait, toutes les personnes, dès qu'ils ont une émotion, ils l'expriment. Voilà, même des personnes très âgées qui se mettent à bouder ou à râler, ils tapent des pieds, et tout le monde les applaudit autour quand quelqu'un exprime ses émotions pour dire c'est bien, voilà. Une fois qu'il exprime ses émotions, ben, c'est fini, et il passe à autre chose. Voilà, savoir les exprimer, c'est super. Déjà, c'est la première maîtrise, c'est laisser s'exprimer. Après, chez nous, c'est compliqué parce que les émotions des autres nous dérangent. Vraiment, beaucoup. Parce qu'on se sent mal à l'aise, on ne sait pas quoi faire avec, on a l'impression qu'on doit faire quelque chose. Surtout si c'est une émotion dite, j'aime pas le mot négatif, mais dite en fait désagréable. Voilà, désagréable. Souffrante. Voilà, souffrante. Donc ça met personne à l'aise. Donc les gens préfèrent ne pas les voir. Voilà, c'est tout, hein, ça s'arrête là, quoi. En fait, c'est important de s'exprimer. Ça veut dire qu'il y a quelque chose et que voilà, quoi. Après, une personne qui continuellement exprimerait tout le temps la même émotion d'une manière compulsive, là, non. Là, c'est pas le même niveau. C'est-à-dire que là, la personne, elle est totalement inconsciente et puis elle fait subir aux autres des énergies qui ne sont pas toujours agréables. Donc, faut aller voir pourquoi elle est intéressée par cette énergie-là. Pourquoi elle fait ça? Et elle a une raison. Tout le monde a une raison. Mm. Donc, C'est- une fois qu'on va espérer voir ça, en fait, c'est souvent parce que l'émotion est portée à une personne et que la personne n'est plus là et qu'on on va la diffuser à tous les autres. Donc, il faut trouver à qui s'adresse cette émotion, en général. Ça peut être nous aussi, hein. Mais nous, souvent, c'est la personne qu'on va chercher en dernier. Oui, effectivement. Bon, Ok. ça peut être nous, hein, parce qu'on s'en veut d'avoir été bête, stupide, ainsi de suite, on s'en veut. Donc, toujours, on passe par Ho'oponopono, il faut apprendre à être doux avec soi-même et on se pardonne, voilà, d'avoir été, des fois, on est en cours d'évolution. Donc, il faut être humble. Voilà. Souvent, nous sommes des personnes orgueilleuses qui n'osons pas nous pardonner. Voilà, on est trop orgueilleux pour se pardonner. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'on se prive de se libérer de certaines émotions qui nous bloquent. Voilà. Donc, les exprimer, voilà. Et le reste, aller voir qu'est-ce qui les active constamment. Ça peut être juste une croyance, une fausse croyance, hein, comme je disais tout à l'heure. Mes parents devraient être gentils. Ce n'était pas la réalité. Mais moi, on m'a dit que les parents étaient gentils, il faut qu'ils soient gentils. Ah bon? Ah ben, tant que je suis accroché à cette croyance, que je n'accepte pas que mes parents ne sont pas gentils, ah ben, je vais avoir des émotions. Ouais. Si je peux Oui, me j'ai entendu. permettre, c'est pas ce que je fais tout le temps, mais j'en suis persuadée. La clé, c'est le pouvoir de l'accueil. C'est-à-dire que si j'accueille pas cette émotion, elle va revenir. Si j'accueille pas cette pensée, elle va revenir. Si j'accueille pas toi, tu vas pas être reconnu et tu vas pas être content. Et ça va faire friction. Et, et bon, après, c'est pas facile, mais seul l'accueil de la souffrance, l'accueil de ce qui est, euh, rend la fluidité. Oui, je suis d'accord. Ah, ouais, tout à fait.
Parce que quand vous accueillez pas, vous remettez la double peine. C'est-à-dire, non seulement vous accueillez pas, mais comme vous avez une souffrance, donc soit vous l'accueillez, et la souffrance a un certain niveau de puissance, soit vous l'accueillez pas, et vous mettez une résistance par-dessus, donc vous souffrez beaucoup plus. Donc, souvent, ce qui se passe, c'est que quand votre souffrance devient absolue, c'est parce qu'en fait, votre résistance est absolue. Vous n'acceptez pas de souffrir. Vous n'acceptez pas ce qui se passe. Et la souffrance est liée à un événement que vous n'acceptez pas. On en revient toujours à ça. Donc, bah, ça vous pousse à un niveau de souffrance tel que vous êtes obligé de lâcher. Et quand vous lâchez, que vous acceptez la réalité telle qu'elle est, bah, là, des fois, vous avez je vous dis, des états de grâce incroyables. Où vraiment, vous On passez est tous pareils, hein, on est tous à la même enseigne avec ça. Hein. Oui, 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 tout à fait, ouais. Tout à fait. Maintenant, le plus gros travail, voilà, d'accueillir, bah, il faut être conscient. Parce que dès que vous n'êtes pas dans la conscience, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vos systèmes automatiques qui viennent de tous des conditionnements, je vous dis, minéral, végétal, animal, préhumain. C'est énorme. Sociétal, collectif, transgénérationnel, génétique, tout est en fait. Donc, on est hyper conditionné. Et donc, dès que vous n'êtes pas conscient, en fait, c'est eux qui prennent le dessus. Voilà. Et donc, bah, vous pouvez avoir, ça peut vous amener dans des situations désagréables. Alors que si vous êtes conscient et que vous accueillez, bah, c'est tout ce que vous pouvez faire déjà, vous ne pouvez pas faire plus. Hein. Bah, déjà, c'est surhumain, hein. C'est surhumain. Ben, c'est top. Mais ne serait-ce que faire le pas, mais qui est en effet surhumain pour beaucoup, c'est quand l'émotion est provoquée par alors plutôt un autre être humain, notamment dans le couple par exemple, qui est le lieu de beaucoup de réveils de blessures, de ne pas reprocher à l'autre, au contraire le remercier d'avoir réveillé cette émotion. Oui, tout à fait, ouais. Tout à fait. Ah oui, excusez-moi. Petit Nadège. Du coup, je voulais savoir est-ce que quand justement ceux qui nous mettent en souffrance et qui du coup nous amènent à l'éveil, est-ce que avoir un sentiment de révolte ou de rébellion ou de ne pas vouloir subir une situation, comment je pourrais dire? Par exemple, si je parle du contexte politique, c'est pour donner un exemple, quand Par on voit exemple. certains événements qui se passent actuellement et que peut-être avant on aurait pu voilà être un mouton blanc et que bah finalement on se remet en question, on se pose des questions et bon voilà on s'éveille sur certaines connaissances davantage et le sentiment de le- est-ce que le fait d'avoir un sentiment de révolte, de rébellion du coup je pense est quelque chose de ça mais en même temps un sentiment d'impuissance. OK. Alors, c'est vrai qu'avoir un mouvement de révolte, de colère envers ce qui se passe est sain. C'est très humain. C'est tout à fait normal. Hein, il faut pas... Parce qu'il se passe des choses graves, vraiment très graves. Donc, sur le plan humain, c'est très grave. Voilà. On fait des choses aux enfants. Mais ce qu'on appelle les réveillés, entre parenthèses, se rendent compte que ça a toujours été comme ça. Mais toujours. Ça n'a pas. Il y a eu des périodes un petit peu plus calmes, un peu plus douces, notamment la nôtre. Hein, c'est-à-dire quand j'étais plus jeune, bon, ça allait plus ou moins. Mais avant, rappelez-vous l'histoire, en fait, ça rigolait pas. Hein, d'accord? Donc, ça a toujours été comme ça. Il y a toujours eu des esclavagistes hein, à tous les niveaux. Il y a toujours eu des gens malsains. Hein. Il y a toujours eu des guerres. Il y a toujours. Enfin, voilà. Enfin, ça date, en fait. En tout cas, ça fait un moment. C'est juste qu'on était dans une période où on l'avait un peu oublié. Voilà. Donc, on se réveille, on se dit, ah oui, tiens, ça existait. Oui, ça existe. Et on n'a rien réglé, puisqu'en fait, on recommence. À part que là, on le fait à un niveau tellement énorme, tellement énorme, gigantesque, que waouh, on n'a pas droit à l'erreur, en fait. Soit ça passe, soit ça casse. C'est énorme. Parce on va vers des effondrements massifs à tous les niveaux. Puisqu'en fait, on a, ça fait longtemps qu'on est entré dans l'homme-machine. Il suffit de regarder les photos de le film Homme, Home, Maison, d'Arthus Bertrand, pour voir d'assez haut, de voir comment on prédate la Terre depuis très longtemps, depuis l'ère industrielle en fait. Et comment on a construit des maisons,
des villes, quand vous regardez de haut, on dirait des circuits électriques. Quand vous regardez les autoroutes qui se croisent, des milliers de routes, on dirait des circuits, des câbles en fait, hein, avec les électrons qui passent à l'intérieur. Donc quand on voit de haut, en fait, on voit quelque chose de mécanique. C'est plus naturel, c'est mécanique. Donc ça fait longtemps qu'on est rentré dans le robot, dans l'homme robot, l'homme froid en fait, l'homme Oui. coupé. Et là, ils veulent y aller encore plus. Simplement, ils oublient un détail qui est très important, que rappelle monsieur qui s'appelle Cerise, je ne me rappelle pas son prénom, qui est très intéressant. C'est que plus on va vers l'homme robot, moins on devient intelligent. C'est-à-dire, plus on a d'outils qui font les choses à notre place, plus on s'affaiblit. Et au moment donné, en fait, on sera incapable de créer nous-mêmes, enfin, d'arriver à gérer ou à traiter des robots. Donc, on va à notre perte. Voilà. C'est complètement infaisable. Donc, nos élites qui sont pas, qui ne sont pas des personnes très intelligentes, hein, vraiment, ce pas des personnes intelligentes. Elles ont une intelligence, on va dire, peut-être il y a la connaissance, mais comme elles n'ont pas d'ouverture de cœur, elles ne savent pas ce que c'est. Elles n'ont pas cette intelligence du cœur ou ce bon sens, en fait. Veulent nous conduire, se conduisent à leur perte et à notre perte. Voilà. Donc, pour les gens qui veulent aller vers ça, ben, bonne chance à eux, mais c'est une sacrée régression. Et puis, de l'autre côté, il y a l'homme qui va se transformer petit à petit en énergie, hein, qui va maîtriser ses sens psychiques. Et on va aller vers ce qu'on appelle la belle verte, puis des choses un peu plus élevées, hein. Voilà, donc il y a deux humanités, une qui va vers le zombie, vers la ferraille, vers la technologie, hein, et l'autre qui va vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, où on n'aura pas besoin de technologie. C'est ça que je parlais tout à l'heure avec la perception extrasensorielle. C'est nos sens, c'est les mêmes sens, hein, qu'on a, hein, la vue, l'ouïe, tout ça, mais sur le plan psychique. Ce qui nous permet de capter des informations qu'on ne sait pas capter en temps normal. Quand tout d'un coup on sent qu'une personne arrive vers nous, on pense à un copain qu'on n'a pas vu depuis 10 ans et tout d'un coup on pense à lui de manière très forte, ça vient de où? Ben, c'est-à-dire que notre corps astral ou mental a vu sur une périphérie de, je sais pas moi, de 100-200 mètres, en fait, qu'il rentrait dans notre champ. Ça nous donne l'information. Et donc, on sent que quelqu'un arrive vers nous qu'on connaît. Voilà. Donc, plus vous êtes conscient de vos corps subtils autour de vous, plus vous développez ce qu'on appelle les sens psychiques. C'est comme ça que, enfin, pour moi, c'est comme ça que ça marche. Hein, c'est pas mystérieux, c'est pas extraordinaire. C'est juste que c'est des sens qui sont liés à d'autres corps. Voilà. Et comme nous, on est focalisé sur notre corps physique, on n'a que des corps, on n'a que des sens physiques. Et une partie de l'humanité d'ailleurs qui va partir dans le métavers. Dans le quoi? Le métavers, c'est la virtualité, le monde 100% virtuel. 100% virtuel. Oui, c'est le film comment il s'appelle, de Spielberg, le dernier, là. C'était rigolo d'ailleurs. Oui, bah, ils vont partir sur un monde d'illusions encore plus profond que le nôtre. Au fond, c'est ça, oui. On est déjà dans un monde d'illusions, mais ils vont créer une couche de plus. Donc, ce sera plus dur après, ce sera plus dur pour s'en sortir. Mais écoutez, c'est une expérience comme une autre. Ce n'est pas jugé, c'est comme ça. Après, la chose que vous pouvez vous demander, c'est moi où je veux aller. Voilà. Donc, pour répondre à Nadège tout à l'heure, en fait, il ne faut pas s'inquiéter en fait, de ce monde-là. Sur quoi il faut se focaliser, sur le monde dans lequel on veut être. Donc, il ne faut jamais s'opposer au monde qui est en train de se détruire. Bon, bien sûr que ça provoque de la colère, mais ça ne sert à rien Il faut laisser faire, c'est normal. C'est normal. D'accord. Voilà. Par contre, il faut se focaliser sur le monde dans lequel on veut vivre. Voilà. Et donc, il faut aller voir des gens qui ont envie de créer ce monde. Donc, en ce moment, il y a des réseaux comme Solaris ou autres qui se créent un peu partout. Il faut aller fréquenter ces gens-là, ou Colibri ou autres, qui ont une vision qui nous correspond peut-être davantage. Voilà. Et on donne notre énergie à ça. Voilà. Si je peux me permettre, Christophe, là, tu parles d'extérieur. Je pense que l'essentiel, enfin, au moins pour moi, de mon point de vue, c'est de rester connecté, mon corps, mon cœur, ma conscience, mon âme, de rester connecté en conscience, voilà, de rester intègre.
Oui, j'entends ce que tu dis, mais ton corps, il a envie de bouger. Sinon, si on est venu sur Mais Terre, je c'est suis pour d'accord, bouger. j'ai été révolutionnaire, j'avais 17 ans. Non, non, mais je ne dis pas d'être révolutionnaire, mais ton corps, il a besoin de construire, tu as besoin de développer ta créativité. Donc, même si bien sûr que tu dois rester dans ces états que tu décris, mais dans l'activité, dans le mouvement. On n'est pas là pour rester Ben, tranquille. le mouvement, ça peut très bien être le souffle, le va-et-vient de ma respiration qui accueille ce qui est. Bah, si tu as envie de passer ta vie à respirer, Et après, respire. on fait tous, comme tu dis, chacun. Et puis, on n'est pas obligé de rester figé dans une mission, dans un rôle. On est tellement infiniment relié à tout qu'on peut tout être. Tout à fait. Voilà, mais là, on parlait de Mais dans on quelle est une direction âme. aller. Ce que je veux dire, excuse-moi, mais plutôt que de regarder ce que ce corps peut faire, je suis une âme qui est incarnée donc, dans ce corps. Donc, à la limite, l'essentiel, que ce corps reste relié à son âme, et c'est tout. Enfin, pour moi, Ben, oui, mais regarde, normalement, tu es, tu fais et tu as. Ça, d'accord, on est dans ce truc-là. Donc, tu es, quel que soit si tu me décris un état, quel que soit l'état dans lequel tu es, l'état te fait faire des choses. Par exemple, il y a des gens qui parlent d'éveil, qui font des conférences sur l'éveil. Bon, ils font que ça. Voilà, parce qu'ils parlent de quelque chose qui témoigne. Mais ils font. Ils se déplacent, ils vont faire des conférences à droite et à gauche. D'autres, ils parlent ils construisent des écolieux. Voilà, parce que c'est ça qu'ils sont sur ce truc-là. Donc, je veux dire, il n'y a personne, à part l'ermite qui ne bouge pas dans sa grotte et qui passe son temps à méditer. C'est une possibilité, hein, je ne l'inclus mais pas. oui, c'est Mais, ça que je te dis. mais majoritairement, des humains ne vont pas faire ça. Majoritairement, les gens, après les ermites, rappelle-toi Gautama. Gautama, il a médité pendant 7 ans sans bouger, jusqu'à ce qu'il prenne conscience qu'en fait, il avait tout faux. Et il a dit aux autres, venez avec moi, il faut vivre. En fait, on est là pour vivre, on est sur cette planète pour vivre, pour s'exprimer. Et les autres ont dit, non, 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 on te rejette. Non, non, il faut qu'on reste planté comme sur un pied, là. Donc, en fait, donc, il y a, Mais il y a un, pa- Isa, je pense, il y a un passage, bien sûr, qui est important de retrait en soi pour aller voir qui on est, pour se découvrir davantage, bien sûr. Mais en même temps, il y a un besoin aussi d'exprimer à travers ce qu'on est. Et si on ne le montre pas, en fait, on peut. Hein. Après, il y a des gens qui sont très, je veux dire, par exemple, tu prends les types 5 en énagramme, ils peuvent, ça ne les embête pas de rester seuls, tranquilles, ou dans la forêt, dans une grotte, tout seul. Ils n'ont aucun problème à ça. Mais la majorité des humains sont des êtres sociaux, ils ont besoin de relations. c'est ça, je voulais Et, et dire le donc, besoin. après, tu peux réagir avec peur ou avec amour avec les autres, il n'y a pas de souci. Donc chacun est à la place exacte où il doit être. Exact. Point barre. Point barre. Oui, et c'est intéressant ce que tu dis, Christophe, parce que dans le fond, on se reconnaît dans la dualité. La lumière est là parce que l'ombre est là et vice-versa. Alors, moi, c'est comme ça que je le vois, là, que la dualité est là, puis c'est normal, puis c'est pas meilleur ou pire les uns que les autres. On, on s'apprend tous ensemble, puis moi, c'est ça que je vois. Puis en passant, ben, merci beaucoup pour la conférence. Je l'apprécie vraiment. Puis, Merci, Caroline. Bah, tu as raison, la dualité. Heureusement qu'il y a la dualité. Sans elle, on ne pourrait pas être conscient. Il n'y aurait pas de conscience individuelle. C'est ça qu'il faut comprendre. La création de l'univers, en fait, de la conscience cosmique qu'on appelle le champ de conscience unitaire en physique quantique, ça a été la création d'une conscience individuelle. Et elle est actée avec l'homme, avec le passage de l'homme. Voilà. Donc, c'est bon, on a gagné. C'est réalisé. Maintenant, il faut enlever tous les conditionnements anciens du minéral, du végétal, de l'animal qui nous maintiennent dans des peurs qui ne sont plus d'actualité. Voilà, tout ce qu'on vit encore, c'est de l'animal. Voilà, c'est des peurs, l'autre est un inconnu, voilà, du fait qu'on soit coupé. Et en fait, on va aller vers l'homme suprahumain, en fait, ou l'homme divin, qui lui sera, en même temps, il aura une conscience individuelle et connecté à la conscience cosmique. Il aura les deux. Voilà. Et ça, c'est ce vers quoi on va à travers cette crise. Alors,
avec des étapes, bien sûr, hein, mais on va vers ça, en fait. Ce sont des cycles. Donc, tout va bien. Juste la question qu'il faut se poser, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ce monde qui arrive? Voilà, qu'est-ce que j'ai envie d'y apporter et qu'est-ce que j'y apporte, en fait, voilà, de moi. Voilà. Et c'est vrai qu'on peut très bien travailler beaucoup sur soi en restant chez soi, mais aussi on travaille beaucoup sur soi en se frottant aux autres. C'est là où vraiment, pour les gens qui ont beaucoup médité dans la nature, ils ont tous dit, méditer dans la nature, c'est très facile. Vraiment, enfin, c'est facile, c'est pas si compliqué que ça. Par contre, aller méditer en pleine conscience dans le social, dans le travail et dans l'adversité, bonjour, ça c'est un sacré truc. Donc, il faut d'abord aller s'entraîner dans la forêt, comme on dit, et puis ou chez soi, et après on le fait en relation avec l'autre. Eh ben voilà. Ouais. Et ça c'est du boulot. Oui, tu as entièrement raison, Christophe. Moi, je l'ai expérimenté. Moi, je suis infirmière, donc j'accompagne les gens vers la mort, ou je fais de l'aide médicale à mourir, ou je fais des soins aussi communs. Et je pense que j'ai plus expérimenté mon côté humain, puis développé justement mon côté spirituel dans mon travail que dans les méditations que je faisais et les fins de semaine avec des moines dans des monastères. Je pense que j'ai plus développé ça à mon travail. Hmm. Dans le courant indien, vous avez trois courants, enfin deux majoritairement, qui va donner un troisième. Vous avez ce qu'on appelle le Jnana Yoga, qui est un courant du dépouillement. C'est-à-dire, en fait, c'est le neti-neti des Tibétains. Je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Je ne suis pas ces pensées, je ne suis pas ces émotions, je ne suis pas ce corps. Jusqu'à ce que vous cherchiez à voir qui vous êtes réellement. Qu'est-ce qui reste quand j'enlève tout ça? Donc, c'est des types de méditation, vraiment, où il faut être tranquille et puis on éteint les sens, on éteint l'émotionnel, on éteint les pensées, enfin, on éteint. C'est un peu rapide ce que je dis, on laisse passer les choses, hein. Mais on y accorde de plus son attention et au moment donné, on se retrouve dans l'état d'origine, euh, qui est un genre de plein ou de vide en même temps, selon comment on peut le décrire en fait, où dans cette fameuse chambre blanche, avant que quelque chose n'existe, dans la notion d'unité en tout cas. Bon. Et si on réactive le mental, pouf, la dualité apparaît, et ainsi de suite. Bon. Ça, c'est pour prendre conscience de qui on est, c'est la voie un peu zen, une voie rapide mais sèche. C'est fait pour un certain type de personnes qui ont des facilités d'observation, de dépouillement. Voilà, les personnes ont ça. La majorité, en fait, il y a une autre voie qu'on appelle la voie de l'amour, le Bhakti Yoga, qui est au lieu d'exclure, qui est d'inclure, en fait. On inclut tout. Tout ce que je vois, tout ce que je sens, tout est moi, en fait. Absolument C'est tout. ça. Et donc, automatiquement, bah, vous ne pouvez rien rejeter. Donc, vous êtes dans le non-jugement total. Mais bon, allez dire le violeur, c'est moi, l'homme d'affaires véreux, c'est moi, l'homme politique corrompu, c'est moi. Voilà, c'est pas facile à dire. Voyez. Et pourtant, ce sont des parties de nous. Ce sont des parties de nous, donc voilà, c'est ça. Et donc, ça, c'est la voie de l'amour qui prend un certain temps. Donc, la voie des infirmières, c'est la voie de l'amour. Mais par contre, il faut avoir les deux. Si vous n'êtes pas capable en même temps de, de gérer votre mental, votre émotionnel et votre corps, en fait, vous êtes tout le temps dans l'inconscience et donc vous êtes dans une voie d'amour mais inconsciente. Et on dit que voilà, le mal est pavé de bonnes intentions, hein. Donc ça, on le voit beaucoup, hein. Regardez les infirmières aujourd'hui qui piquent tout va, en croyant bien faire, hein. Pourtant, bon, en tout cas, voilà, s'il n'y a pas la conscience, en fait, ça ne marche pas. Donc il faut avoir les deux. Et la troisième voie, c'est la voie de l'action, qui sont pour certaines personnes aussi, comme les types 8, qui sont plutôt dans l'action et pas trop dans la réflexion émotionnelle. Et le fait de donner tout ce qu'on fait au divin, en fait, en soi. On donne, on fait les choses sans rien attendre. Ah, c'est le C'est la must, voie de hein. l'action désintéressée. Ça, c'est le best. Et en Ouais. fait, souvent, on arrive à cette étape après avoir passé les deux autres. Ouais. OK?
Donc, on connaît ça depuis très très longtemps, et c'est pas nouveau ce que je dis, vraiment, moi je lisais ça, j'avais 14 ans, hein, je veux dire, c'est vieux, quoi. Et encore, ces bouquins dataient depuis très longtemps. Donc, c'est juste qu'on s'est un peu perdu et ouais, on s'est beaucoup perdu dans le confort, dans la matière, hein. Et dans les confusions, parce qu'il y a eu beaucoup de confusions entre toutes les religions, entre New Age, tout ça. On s'est un peu perdu, mais c'est simple en fait, les voies sont simples. Voilà, on va peut-être s'arrêter là parce que c'est les 22h33. Si ça vous intéresse, moi je ferai d'autres conférences sur d'autres thèmes, hein, mais autour de ça. Vous pouvez m'envoyer votre mail si je ne l'ai pas. Enfin, ou en tout cas me dire que vous êtes intéressé, comme ça vous recevrez l'information. Et vous pouvez aller voir sur mon site, peniagram.com, vous avez des bouquins. Le dernier, il s'appelle Vision spirituelle de l'Ennéagramme. Et la première partie, c'est tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, en fait, voilà, est mis dans le bouquin. En fait, pratiquement, c'est beaucoup plus développé, mais voilà. Et la deuxième partie, c'est plutôt axé sur les typologies Ennéagramme avec les croyances limitantes et tout ça, qui sont bien décrits pour pouvoir sortir de la sienne, en fait. On va refaire des ateliers, Christophe, c'est pas prévu? Alors oui, j'ai un atelier. J'ai mis en place les ateliers d'une journée autour des 5 éléments. Donc, il faut s'inscrire si ça vous intéresse. Alors, il n'est pas toujours marqué sur mon site, mais vous m'envoyez un mail et c'est autour de Toulouse en général, hein, c'est sur Toulouse. Donc, le premier, c'est l'air. Ça sera le premier, c'est l'air. Je crois qu'il y en a dans 10 jours à peu près. Mais l'air, c'est tout le plan mental, toutes les croyances limitantes, tous les conditionnements qu'on a par rapport à ça. Après, on fera l'eau. Après, il y aura la terre, puis le feu, et puis l'éther. Voilà. Et chaque jour, c'est une journée chaque fois. Ok. Et c'est passionnant. Voilà. Et c'est des trucs qu'on fait en groupe, enfin, voilà, par deux. C'est assez actif, hein, même si on va travailler sur le mental, il y a quand même pas mal d'actions. La terre étant le plus actif. Parce que quand on est dans la terre, là, il faut agir, hein. Voilà. Je vous remercie en tout cas de votre écoute. Merci à toi. Et au plaisir de vous retrouver pour une Merci. prochaine conférence. À Avec bientôt. plaisir. À bientôt. Bonne soirée. Bye Bonne soirée à bye. tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne soirée.